Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Forum politique. L'histoire, ce ne sont pas que des faits. Ce sont aussi des lieux, des personnages, hommes ou femmes. La question serait, que reste-t-il d'eux à travers le temps? Leur place dans notre histoire, dans notre imaginaire collectif. Comment capitalisons-nous sur le passage ou le reliquat de leur exploit ou de leur vécu dans la longue histoire de notre communauté commune, excusez la tautologie. Aujourd'hui, ce soir, nous allons nous intéresser à cette question du patrimoine historique national. Les fois précédentes, nous avons parlé de démocratie et développement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un pan, à de l'histoire, mais pas que. Nous n'allons pas nous intéresser à la narration, mais nous allons nous intéresser à ce qui reste de ces héros, de ce qu'on peut qualifier d'hommes ou femmes importants de notre histoire, ce que nous en faisons ou ce que nous devrions en faire. Et nous allons faire le débat avec nos analystes que vous connaissez très bien, mais que je m'en vais vous présenter. Agapit Napoléon Mafourican, bonsoir. Bonsoir François Xavier, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes consultant politique. Joël Ataï-Gadegbe, bonsoir. Bonsoir Monsieur Lemont, bonsoir à vos téléspectateurs. Expert en gouvernance et Georges Anagounou, bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir aux Êtes, téléspectateurs et au plateau. Voilà, vous êtes socio-anthropologue. Je vais commencer par vous, Joël Ataï-Gadegbe. Quand on parle de patrimoine, déjà, à quoi renvoie cette notion? Généralement, on voit, on entend presque comme un synonyme le patrimoine culturel et presque aussi comme un synonyme le patrimoine historique, mais pour autant, ne touchons pas encore tout à fait l'objet de la question. Au fond, le patrimoine serait peu ou prou ce qu'une communauté est-ce qu'il faut dire de citoyens, enfin une communauté en tout cas d'êtres humains a reçu en héritage de manière aussi collective que possible, mais en se sentant aussi tout individuellement responsable de sa préservation. Et la question est de savoir qu'est-ce qui relève du patrimoine ou pas, qu'est-ce qui est digne finalement, à la lumière de votre thématique également, d'être gardé, préservé à tout prix ou relégué aux calendes grecques. Donc le débat probablement nous permettra nous allons revenir aux déclinaisons, à ce qui peut en relever. À Capitaine Napoléon Mafourican, je vous pose la même question. Pour vous, à quoi renvoie la notion de patrimoine? On peut peut-être compléter pour renforcer ce qui vient d'être dit, en disant simplement que c'est la richesse historique. C'est une richesse historique, c'est ce qu'on peut revendiquer de positif, je veux dire, à travers toute l'histoire d'un pays ou d'une communauté. C'est tout ce qui est digne d'être préservé et narré ou montré aux générations futures. Ça peut être un patrimoine naturel, une forêt, ça peut être un cours d'eau, les chutes de Tanougou par exemple, peut être classé patrimoine national, ça dépend de l'importance qu'on leur donne. Par exemple, il y a un village à Gomboumé qui était à un moment donné, qui était un souterrain, donc à un moment donné découvert par les historiens, et donc qui constitue un patrimoine. Ça dépend de si l'État le perçoit ainsi, parce que là également c'est important. Maintenant il y a le patrimoine matériel. Et je pense que ce qui est tangible, ce qui est qui fait l'objet donc qui a appartenu de reliques. Il y a le patrimoine immatériel. Donc, bref, il y a un certain nombre donc d'éléments qui constituent ce passé, qui relatent ce passé au présent et qui méritent, qui est revendiqué, parfois peut-être pas par toutes les communautés, mais peut-être revendiqué par d'autres, et qui constitue, disons, l'ensemble des œuvres qui résistent au passé et qui permettent de narrer le passé au présent.
Jean Agounou, Oui, est-ce que le socio-anthropologue peut y ajouter? Voilà, donc tu m'amènes à parler d'ethnologie, d'anthropologie. Ce qui est patrimoine est beaucoup plus culturel. Agapit parlait d'immatériel. Nous, on s'intéresse beaucoup plus aux objets qui représentent le passé, les reliques, qu'est-ce que les gens ont pu utiliser dans le temps, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé qui rentre dans l'histoire. Et c'est ça qui permet à l'ethnologue d'aller découvrir la culture de ceux qui ont existé avant nous et autour de quoi ils ont vécu. Ils ont vécu. Rien qu'en étudiant ça, qu'on pouvait découvrir leur mode de vie, comment ils ont été, comment même la transmission se faisait. Tu vois, donc... je voudrais seulement retenir que le patrimoine, c'est une richesse collective qui incite au dialogue. Au dialogue, cela permet de rapprocher les gens. À partir de ce patrimoine-là, nous pouvons savoir que nous sommes tous de telle culture, nous sommes tous de tel milieu, nous sommes tous ici de tels parents. Et donc, ça incite au dialogue et ça permet de rassembler les gens. Et donc, pour définition, et ajouter à ce que les deux autres ont dit, je pourrais introduire ce pan anthropologique du patrimoine pour dire que dans les détails, dans l'évolution, par rapport au temps que nous traversons, et que nous voulons traverser d'ailleurs, qu'est-ce que nous retenons de notre patrimoine, et je dirais surtout patrimoine culturel. Voilà. Joël Ataï Gadegbe, vous empiétiez déjà sur la question suivante. Quand on a fini de définir ce concept, la question subséquente, c'est qui et quoi peuvent en relever et qui décide de ça en réalité. Parce que ça renvoie à une notion de choix. Finalement, oui, de choix quand même. Et je m'en voudrais de ne pas compléter la définition d'Agapit, qui a introduit la notion de patrimoine immatériel. Et nous avons eu accès à ce concept et à partir de, disons, des débats au niveau international, pratiquement dans les enceintes, dans l'enceinte de l'UNESCO, temple de la culture et de la science au niveau mondial, qui détermine et qui a tout un processus pour élever au rang de patrimoine de l'humanité un certain nombre de ces patrimoines, qu'ils soient matériels ou immatériels. Donc parfois ça nous vient de là-bas, de très loin, mais je reviendrai à la notion anthropologique fondamentalement pour dire que chaque communauté préserve autant qu'elle peut ce qui lui tient à cœur, qui permet d'assurer la continuité mémorielle du groupe. Je n'irai pas jusqu'à parler de clan, d'ethnie, de race, mais disons juste le groupe, pour faire assez bref. Et une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas que les pratiques culturelles, il n'y a pas que ce qui est d'ordre artistique ou autre, il n'y a pas que ce qui est strictement du passé. Et revenant un peu encore à l'actualité, ou bien à ce qu'on entend souvent, ce qui nous vient souvent de l'UNESCO, nous avons eu à découvrir que notre cher Galédé, par exemple, a été élevé au rang de ce patrimoine universel. C'est une danse actuelle. C'est une danse qui renvoie à un certain nombre de pratiques culturelles et autres. Là, et récemment, les Tata Somba également. Les Tata Somba. Et on pourra y revenir. Et les noms que nos amis de la Takora nous excusent sincèrement, parce que c'est pas vraiment l'appellation dédiée. Et elle est parfois même insultante quand on dit Tata Somba et autres, là. Mais bon, on comprend de quoi il s'agit. Hein. Alors, il y a aussi, au-delà des objets, au-delà des pratiques, il y a les hommes. Il y a ceux qui, peu ou prou, deviennent aussi des patrimoines de leur communauté, de leur ère culturelle ou géographique ou historique. Enfin, bref, il y a des gens qui ont marqué les communautés et voilà, qui de proche en proche voient leur image véhiculée à travers le temps. Quelqu'un comme Aimé Césaire, et quelqu'un comme Léopold Sédar Senghor, on ne peut pas les dissocier de l'idée de négritude, ni du temps de la lutte anti-coloniale, ainsi de suite.
ils ne sont plus de ce monde. Mais voilà, de manière immatérielle, leurs idées voyagent, ce qu'ils ont été à un moment donné fait écho. Et peut-être que c'est démodé aujourd'hui, peut-être que c'est toujours d'actualité. Et voilà, c'est toujours dans ce mouvement de balancier. Des fois, les décisions viennent de résolution du système des Nations Unies à travers l'UNESCO. Des fois, c'est les États. Mais quelquefois, c'est les communautés humaines elles-mêmes qui décident de garder jalousement. Prenons notre cher Gambier. C'est un peuple qui fuyait la guerre, qui a trouvé refuge là, avec la mythologie d'un épervier qui les a conduits à ce lieu sûr, et qui est devenu leur havre de paix, eux qui subissaient les affres de la guerre. Et au moins, la communauté originaire de Gambier, et le peuple éponyme de Gambier, et ne peut avoir que ça, ne peut avoir que ce Gambier comme un patrimoine inextinguible. Et leur vie, leur survie, même leur identité en dépend. Ça peut ne rien dire aux derniers, à ceux qui n'osent même pas mettre pied sur l'eau ou sur les ponts. Vous voyez, donc les notions varient. Nous avons des anciens chefs d'État, nous avons de simples citoyens qui ont marqué leur époque ou non. Bon, donc, qui décide, c'est variable et ça se passe à plusieurs niveaux. Quand je pose la même question, qui et quoi peuvent en relever? Non, l'essentiel était dit. Moi, je voudrais tout simplement constater que nos États font preuve quand même d'une certaine paresse ou d'une certaine indifférence à l'érection de ces vestiges en patrimoine, puisqu'on a parlé un peu de différentes catégories, et la plupart, ici, concernant le Bénin, c'est l'UNESCO. Nos Amazones sont presque immortalisées désormais. C'est une très bonne chose, puisqu'on n'a pas attendu les droits, les déclarations universelles pour les conférences de Beijing. On n'a pas attendu les grands forats internationaux pour que la femme béninoise s'expérimente ou bien se valorise à travers ces Amazones qui ont fait parler d'elle. Donc le fait d'immortaliser à travers la statue et bien érigée derrière la présidente de la République montre le rôle symbolique que l'État a voulu leur reconnaître. Et donc du coup, sans le dire, elle entre dans le patrimoine national. Et permettez, Agapit, avant l'État, c'est l'histoire. C'est aussi le 7e art, et tout récemment avec le célèbre film The Woman King, et ainsi de suite. Donc les formes sont très variables, c'est juste pour... Merci. Bioguerra, les anciens, on les chantait très jeunes, donc Bioguerra, même si vous ne connaissez pas ce qu'ils furent, mais bien que le fait de chanter leur nom est important. Et Joël parlait tantôt de Gambier. Et on parle de village d'Agongoumé, par exemple, on parle il y a nos palais. Aujourd'hui, vous allez au palais d'Abomey, il y a plein de choses. Vous allez au musée romain de Porto Novo, vous allez constater, il y a le musée, il y a le palais. Il y a le palais, le musée qui est en interne, dans le palais. Donc, il y a, comme je voulais dire, les fleuves sacrés, il y a des endroits, des forêts sacrées. Des forêts sacrées. On a des danses reconnues. Alors donc, le vrai problème ici, c'est beaucoup plus, à mon humble avis, au niveau de la valorisation des personnalités. En clair, les peuples eux-mêmes, les populations elles-mêmes s'occupent des lieux, s'occupent de valoriser des lieux. Quand vous entrez dans un village, il y a toujours un lieu sacré dans le village. Il y a toujours un endroit sacré, il y a toujours une rue sacrée, il y a toujours une histoire qui appartient à cette communauté et qu'elle aime raconter pour montrer sa fierté. Et donc, ça entre dans son patrimoine. Dans son patrimoine. Mais les hommes, et beaucoup plus ceux qui ont joué des rôles au niveau national et qui méritent d'être, disons, mis en valeur pour être récités demain, ne le sont pas réellement. Et le simple exemple, c'est quand même que
Et 70 ans après la colonisation, nous continuons d'avoir dans Cotonou une avenue Stémet. Van Vollenhoven, je l'ai dit la dernière fois, mais je trouve ça pas possible. Si vous demandez aux gens c'est qui Van Vollenhoven, ben on vous dira, déjà vous regardez en l'air, et pourtant ça, vous avez porté ce nom-là. Moi, c'était l'avenue Sékou Touré, par exemple. Mais Sékou Touré, on sait qui il fut, qui il est, qui il était. Donc on arrive, et puis après au niveau démocratique, on dit non, on revient à Monsieur Stémet. Franchement, quand ça le rôle que ce boss a joué, il est très loin de nos réalités aujourd'hui. Il est venu jouer un rôle colonial. Quel rôle, sans vouloir vous couper, le Van Owen? Non, si on parle de parlez pas donc de ceux qui ont venu s'installer, installer leur comptoir, installer leur truc, les premiers. C'est un pur colon quand même. Moi je parle de, en dehors du respect pour des gens comme les pères au pied, ou tout ça, monsieur Sémet, tout ça, là, d'accord. Mais ils n'ont qu'à les ériger dans les églises. Ça, c'est une bonne chose. Mais prendre notre avenue, de lui donner au moment où les Français eux-mêmes changent. Et pour trouver une rue Yacouba en France, une rue Maga, une rue, ce serait trop difficile. Même là où nous avons nos ambassades ne portent pas les noms de nos pays. Donc, donc il se pose réellement le problème d'abord d'une acculturation. Il y a la rue de Cotonou à Créteil. Non, il y a la rue du Dahomey. Il y a la rue de Cotonou à Créteil. Oh là là, vous pouvez. Enfin, quand on peut les citer du bout de doigt, quand ici c'est les choses, je vous ai parlé de. Tu n'as parlé que de Stémet. De Stémet. De toute façon, Agapi lance déjà la polémique. En 90, Agapit Napoléon. En 90, après, non. Ça aussi, c'est notre patrimoine. Napoléon. Un vestige colonial. En 90, après la Convention nationale, le fait de revenir, de reprendre à l'avenue Sékou Touré, ça montre notre niveau de sous-développement, notre condescendance à la colonisation, et c'est les mêmes après qui crient colonisation. Le stade Charles de Gaulle, pourquoi il continue d'être Charles de Gaulle à Porte-Nouveau? Par exemple, Charles de Gaulle, d'accord, il a vécu, tout le monde l'aime, ça sans doute de son époque, mais Charles de Gaulle, on peut dire, bon, il a vécu, mais pourquoi pas le stade Souleymane Petit, à Porte-Nouveau, et ainsi de suite. Donc, pour moi, les fleuves, les lacs, prenons même nos fleuves, oui, mais le Zou, ça veut dire quoi? Le Zou. Bon, alors, on aurait pu lui donner un autre nom. Peut-être que la population l'appelle les Zou. Mais... Bon, alors, il faudrait déjà qu'on puisse le noter. Quand c'est le Zou. Donc, il faudrait donc on dit que ce fleuve, au préalable de nommer Zou, a été finalement... Et ça vous permet, quand vous passez, ça vous permet de prendre l'histoire, de récupérer ce pan et donc de vous identifier et de l'identifier à une partie de l'histoire. Quand vous regardez à l'extérieur, notamment en Europe, là où ils donnent les noms, mais vous allez voir en bas, ils mettent qui la personne fut. On va dire, quand on met Victor Hugo, vous allez mettre écrivain français, date de naissance, date de décès. Et ça permet en même temps de vous rester là un peu songeur et vous imaginez ce qui est. Et ça, c'est important. Donc, bref, on doit faire beaucoup d'efforts à ce niveau-là. L'autre patrimoine que nous ne valorisons pas beaucoup, c'est un peu les lieux. Le patrimoine matériel, c'est les lieux, les bâtisses, les bâtiments. Date de naissance. Moi, j'ai visité le château où Weimar fut, enfin, où Goethe est né. Goethe, c'est un classique, un écrivain, chanteur, enfin, donc c'est un célèbre donc, allemand, donc historique. Alors, en France, vous avez des châteaux où on vous raconte l'histoire. Ici, je ne sais pas si nous avons gardé un de ces endroits où on dit tel est né là. Voilà la pipe, la longue pipe de Benzin. Est-ce qu'on l'a gardé? Par exemple, je ne l'ai pas trouvé au milieu est-ce qu'il est parti mourir en Martinique à Blida avec? Est-ce qu'il est décédé? Pourquoi on n'a pas récupéré ces éléments? Bref, c'est pour dire que simplement que... On l'avait enterré avec. Bon, enfin, on doit plus faire une réplique. Bref, donc voilà un peu ce que je voudrais ajouter par rapport à cette question. En fait, Agapi faisait deux débats et j'aime bien quand il revient à ses sources. Parce que, par exemple, Avenue Sékou Touré, vous comprenez par rapport à Agapi. Non, là, je suis en politique. Je donne mon avis sur ce que tu as dit. Non, là, je suis très strict. Je suis dans quel système on a donné Avenue Sékou Touré? Non, mais c'est comme si ce système-là n'a pas appartenu à notre pays. Non, je refuse pas.
C'est comme si Sékou Touré ne fut pas un homme. C'est juste que je viens expliquer d'où tu sors tes idées. Si on vous dit de choisir Sékou Touré et Moïse Semès, sans doute vous devez choisir Semès. C'est là le problème. Non, moi je voudrais d'abord je voudrais d'abord qu'on parle des éléments de notre patrimoine comme on a commencé par le faire. Oui. Et pour retenir que dans l'histoire des hommes, il y a eu du matériel, d'accord, qui ont joué un rôle important dans leur histoire. Et comme le disait Joël, on a tenu à garder ça. Et ça rentre dans notre patrimoine. Dans notre patrimoine. Donc, à chaque fois que quelqu'un joue, je pense qu'il parlait, même nos anciens présidents, ceux qui ont joué un rôle important par rapport à l'indépendance, Maga par exemple, on peut. Je voudrais d'abord dire que ce que nous faisons, ça donne déjà l'allure de ce qui nous intéresse vraiment sur le plan de patrimoine. Parce que si vous prenez un économiste, il parle de patrimoine, il va parler de biens matériels, il va parler des droits et obligations et tout ça, qui rentrent dans le patrimoine. D'accord. Donc, notre chance est bien clair que on veut aller sur le plan culturel. Je n'ai pas envie de découper, mais juste un mot. Regardez, par exemple, quand on prend le code de la famille, mais avant il y avait le coutumier du Dahomey, jusqu'en 2004, mais avec le nouveau code depuis 2004 ou 2004, je ne sais pas quelle est la place du coutumier du Dahomey. Évacuer le coutumier du Dahomey, comme ça a été peut-être fait, je ne sais pas si on l'a gardé, donc je confesse mon ignorance, mais l'évacuer, c'est quand même pas, c'est un élément du patrimoine, tout simplement, c'est ce que je voulais ajouter. C'est-à-dire que ces pratiques qui constituaient un certain nombre de choses. On peut extirper les éléments négatifs, mais l'évacuer totalement ne nous... C'est aussi comme ça que les hommes ont constitué leur histoire. Les moments importants, les événements importants, même les ustensiles, au fait je voudrais revenir un peu ethnologue, pour dire que même les ustensiles qui ont marqué vraiment notre histoire, qui ont été utiles, restent dans notre patrimoine. Restent dans notre patrimoine. Vous savez, dans notre propre histoire, il y a des pratiques que nous-mêmes, on n'est pas très fiers d'eux. Et donc, parfois, on essaye de ne pas laisser ça dans notre patrimoine, c'est-à-dire de ne pas revenir, de ne pas montrer que ce sont des trucs qui doivent revenir tout le temps. Mais Joël parlait de, comme tu as posé la question de justement, qui décide ce qui est historique ou non. Il a parlé de relever du patrimoine. Il a parlé du fait de l'UNESCO. De l'UNESCO. Faire entrer un élément dans le patrimoine de l'UNESCO, l'objectif d'abord, c'est de protéger. C'est de protéger et cet élément-là pour que ça ne soit pas détruit. Je ne sais pas si le principe d'abord, c'est de prendre la vie du pays dont il s'agit, aller dans les pays asiatiques. Oui, et c'est la demande. Oui. Mais c'est les pays qui postulent. Et effectivement, lorsque vous regardez dans la culture hindoue, vous regardez les places historiques, vous comprenez qu'il est nécessaire que le monde puisse préserver cela, parce que ça nous permettra de conter l'histoire à nos enfants, et même quand on ne serait pas là, comme nous, on peut le faire aujourd'hui. Mais toujours est-il que dans le patrimoine, ce qu'on a tendance à conserver, ce qu'on a tendance à y mettre, c'est en réalité souvent le bon côté des choses qu'on a envie de garder dans le patrimoine. Mais ce qui est un peu négatif, et là il faut retourner parfois même aux historiens, aux scientifiques, pour dire ceci-là aussi fait partie de notre patrimoine. Ceci-là aussi fait partie de notre patrimoine. Moi, il y avait des choses chez nous qu'on faisait, vous savez, pour amener les hommes à bien se comporter dans la société. Les gens ont utilisé la chanson dans le temps. Et il y a un truc qu'on faisait, ça dit 2 villages côte à côte. Il y a des groupes de chanteurs dans le village, il y en a dans l'autre village aussi. Et les mauvais comportements des gens de l'autre village, c'est ceux-ci qui chantent ça et qui ramènent ça. Et les autres aussi se portent de là. Ça permettait en fait de réguler la société, d'amener les gens à bien se comporter. Des trucs comme ça, on peut rentrer ça dans le patrimoine. On peut rentrer ça dans le patrimoine parce que ça a été régulateur du social dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on peut aussi se dire que ce n'est pas tout. Puisque est-ce que c'est tout qui rentre dans le patrimoine? Oui, mais ma question c'est qui en décide?
Non, c'est ça. on a essayé de démontrer qu'en fait, ce sont parfois les hommes eux-mêmes, les populations elles-mêmes qui, Agapit l'a dit, décident des lieux sacrés qu'ils gardent dans leur village et on ne permet à personne d'aller détruire ça. Ça rentre dans leur patrimoine. Ça peut être à un niveau supérieur. Et ça va même à niveau étatique. Où on peut dire, cette forêt est sacrée. Et l'État décide que personne n'aille détruire cette forêt-là. Là, l'État décide de rentrer ça dans notre patrimoine. Donc c'est à tous les niveaux en fait. Mais d'abord, pas ceux qui sont là. Mais l'État voit à un moment donné qu'avec l'évolution de la société, si on ne protège pas ça, le besoin de l'homme, se nourrir, se vertir, tout ça là peut amener les hommes à détruire tout ce qui doit rester. Et c'est pour ça que l'État intervient de temps en temps pour dire ceci, c'est sacré, on ne touche pas. Moi, dans notre patrimoine, aller à Thiémé, je pense aujourd'hui, c'est détruit, cela est détruit de plus en plus. Vous allez voir là où est resté le premier canton. Oui, les comptoirs. Les comptoirs. Oui. Et ce qu'on a gardé, oui, je pense que c'était, le chef, c'est le chef canton. Oui, chef canton. C'est construit en terre battue, parfois c'est des immeubles bien construits et ailleurs on protège ça. Comme à Porte-Nouveau Parce que ça rentre dans notre patrimoine. Mais aujourd'hui, on peut dire que ces lieux, on les laisse et ces lieux disparaissent progressivement. Ça va nous manquer pour compter l'histoire. C'est pour ça, lorsque on a ramené, par exemple, nos joyaux, moi j'ai dit que, en fait, lorsque vous allez à Abomey, là où on a enlevé, s'il dit la pipe de chaque quelqu'un, lorsque vous allez compter l'histoire de Béanzé, vous allez voir qu'à un moment donné, il va vous manquer la pipe. Il va vous manquer la pipe qui est un élément qui doit rentrer dans la culture. Donc ces joyaux-là manquaient, faisaient que l'histoire n'était pas entièrement racontée. Moi, ça me rappelait mon procès de culture matérielle à l'université où elle avait envie de nous amener et dans les musées et tout, pour pouvoir, et à partir des objets, nous conter l'histoire de notre pays. À mon avis, il lui manquait certainement ces joyaux-là, et qu'aujourd'hui, les ramener, c'est permettre de reconstituer l'histoire et les pans qui n'existaient pas dedans. Ça, par exemple, ça a été une décision prise par le gouvernement. Je dis, je n'ai pas dit forcément que c'est le gouvernement de la culture, j'ai dit le gouvernement, l'État béninois. Peut-être que ça a commencé avant, mais on a matérialisé ça. Soyons à l'aise depuis les années 60. Voilà, très bien. Et donc, parce qu'on a senti... Très bien, cela veut dire que ça manquait à notre patrimoine. Et que quelque part, c'était coupé. Pour rendre ça plus complet, il faut ramener tout. Il paraît qu'il reste encore des dizaines. D'accord. Justement, ce que vous venez de dire installe ma question suivante. Évidemment, sous ce régime, en tout cas, on entrevoit quand même, on voit, il y a eu des preuves en tout cas d'une certaine politique du patrimoine. Vous parlez de ces objets d'art, il y a tout ce qui est engagé pour réhabiliter tel ou tel musée, construire construire de nouveaux, réhabiliter les routes des Tatars par exemple. En tout cas, il y a une vraie politique. La question, c'est est-ce que ça doit être laissé à l'humeur de ceux qui nous dirigent? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a une variation dans les initiatives des uns et des autres, surtout quand on parle de personnalité. À la limite, pour les lieux, on peut dire que c'est encore plus facile. Agapit, pour Napoléon Mafourican, posait le problème. Ces grands hommes, ces femmes qui ont traversé notre histoire, comment on s'en occupe et est-ce qu'on s'en est jamais occupé dans notre pays? Non, on s'en occupe. C'est-à-dire, dans un État, il faut développer une vraie politique de la conservation de notre culture, une vraie politique de la conservation de notre patrimoine culturel, une vraie politique. Si on élabore une vraie politique, quel que soit celui qui passe, quel que soit l'humeur de celui qui est là, c'est notre patrimoine et on ne peut pas arrêter de faire développer ça. Donc, moi, je ne pense pas que ça dépend de l'humeur. Et il faut faire attention lorsqu'il s'agit de la gestion d'un pays. Lorsqu'il s'agit de la gestion d'un pays, des hommes successifs qui passent. Joël vient de dire, depuis 1960, on a cherché à évoluer. Des gens, c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Lorsque le président Talon
a commencé par réclamer de façon ouverte les joyaux, même d'autres ont eu peur pour lui. Et on avait dit que bon, quand il a persisté, il a fait cela avec l'aide de Macron et que finalement on a obtenu ce qu'on, enfin un début de satisfaction, eh bien c'est devenu en quelque sorte l'exemple où on a compris que désormais on peut rapatrier nos joyaux parce que entre-temps, et ça nous manquait. Donc ça ne doit pas dépendre forcément de la volonté de quelqu'un ou bien de l'humeur du dirigeant de l'heure, mais toujours est-il que quand vous prenez plusieurs hommes sur une même ligne, il y en a parfois qui sont plus audacieux en quelque sorte. Et ils apportent, c'est d'ailleurs comme ça que vous pouvez apporter votre touche à la construction de la nation, Donc si on sait que depuis 1960, nous avons toujours réclamé les joyaux, nous avons toujours réclamé ce qui nous appartient, eh bien, il a fallu l'audace de quelqu'un un jour, fut-il parti talent, pour que cette revendication qui était faite depuis puisse voir le jour et que nous puissions faire cela. Mais il faut une politique nationale, il faut une politique de notre État qui consiste la conservation de notre patrimoine culturel. Lorsque cette politique-là est bien définie, eh bien, quel que soit le dirigeant qui est là, ça devrait rester. Parce que si ça s'en va, c'est notre culture qui s'en va et c'est nous tous qui allons en départir. Pour moi, il faut une vraie politique et quand la politique elle est bien définie, tout le monde s'y met. Sur la terre catégorie, même question, est-ce que ça doit être tributaire de l'humeur de ceux qui nous dirigent, surtout en termes des personnalités de ces hommes historiques? Espérons que les humeurs n'entrent pas en ligne de compte, mais après, il y a l'intérêt que chacun marque plus ou moins pour ces questions. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre que le président Talon, que cette question n'aurait pas été mise en avant et portée aussi constamment qu'il a pu le faire. Et il faut être deux dans ce genre de choses-là. Le président Macron, de l'autre côté, était pratiquement jouait contre son pays, bizarrement, parce que la notion de patrimoine, vous avez dit, qui s'en occupe, comment on s'en occupe. C'est généralement par des lois qu'on rend le patrimoine est défini comme tel, inaliénable. Autrement, ça va à volo. Et donc, c'est les premières actions conservatrices. On parle de musées et c'est toujours les mêmes visions. Et finalement, il faut une politique patrimoniale de bonne loi pour tout ce qui est culturel, artistique et autres. Quant à la question de la mémoire, là, nous sommes de plein pied dans l'histoire, pratiquement dans l'histoire politique. Les hommes, avec leurs variations, intérêts et autres, ils se disent même que parfois, l'histoire, et que souvent, l'histoire est plutôt racontée par les vainqueurs. Oui. Ceux qui ont été défaits, tués, ne sont plus là parfois. Et donc, il y a toute une difficulté également pour exhumer la véritable histoire. Et on a besoin, et même quand... on s'est mis d'accord pour parler d'histoire, on a besoin de savoir à quelle historiographie on se réfère. Et les visions ne sont pas les mêmes. Sur la même question, on peut avoir des angles de vue, des approches diamétralement opposées. Donc, à l'arrivée, il faut retrouver une perspective quand on ambitionne de s'installer ou d'inscrire un pays comme le nôtre dans une politique de sauvegarde de son patrimoine. Et nous avons fait le tour de la question avec l'aide de l'UNESCO, des instances internationales. Au Bénin, nous avons même une école du patrimoine africain et ainsi de suite. Donc avec diverses institutions qui s'en occupent au quotidien, les musées, de proche en proche, on bâtit quelque chose de tangible. Et où on peut retrouver la continuité, la cohérence d'une politique. Et le Bénin, pour l'instant, n'a même pas... On a pu obtenir les Vinci trésors, Vinci sur le lot, comme on dit. Nous avons introduit à l'Assemblée nationale un projet de loi qui doit accompagner tout cela. Et sinon, ce serait... on n'aurait rien fait. Et la France a, depuis 1968, au moins verrouillé. Et ça a été très difficile d'extraire à ces verrous-là, ces 26 éléments, et j'en passe. Donc c'est un combat de tous les instants. Parfois,
avec de la mauvaise foi, puisqu'on voit tous les enjeux liés au tourisme, liés à la valorisation de ces patrimoines-là. Donc, qu'est-ce que nous décidons et qu'est-ce qui va nous engager, qu'est-ce qui va conditionner toutes les équipes politiques qui viennent au pouvoir? Il y a des variations qu'on ne peut pas se permettre par un mouvement d'humeur. Je n'y crois pas. Enfin, j'espère que nous saurons élever notre niveau ou notre intérêt pour les questions patrimoniales pour ne pas être surpris, pour que n'aliénions pas le peu qui nous reste encore. Enfin, plus proche de nous, avec la décentralisation, les mairies étaient fondées à baptiser les rues. Nous avons plein de rues. La majorité de nos rues ne sont pas baptisées, mais on s'acharne toujours sur le peu qui est là, qui est baptisé, comme si tout le jeu ne devait se dérouler que sur celle-là. Définissons également une politique de baptême ou de débaptisation des institutions, des rues et autres. On a vu symboliquement, on a parlé du stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Oui, le René Pleven de Cotonou. Bon, c'était des célébrités de l'époque. Construit en 82. Construit en 82. Dans l'histoire, on a voulu les C'était garder. probablement des financements français. En cas pour la reconstruction du stade de Gaulle, nous sommes allés quémander le soutien de la France. Je ne sais pas pour la première version de ce stade-là. Mais oui, pour le reconstruire. Et finalement, le président Yahya Boni, qui s'est rendu célèbre en décrétant une allocation hors budget pour terminer ce stade-là, a pu y faire venir des financements nationaux. Bon, soyons conséquents, si nous ne voulons plus ce genre de choses, n'allons pas demander l'argent. Et au Burkina, tout près... Ah oui, on n'en a pas fini. Et puis, tout près de nous, au Burkina, à l'occasion du 30e anniversaire ou du 33e anniversaire de l'assassinat du président Sankara, on a cru, les Burkinabés, les autorités actuelles ont cru devoir débaptiser le boulevard de Gaulle pour lui faire porter le nom du capitaine Thomas Sankara. Bon, donc, selon les histoires, selon les époques, l'histoire, enfin, les intérêts du moment, les rapports de force, parfois, il y a de ces retours en arrière. Et si Sékou Touré le mérite, on lui trouvera bien une avenue ici. Et j'espère aussi pour Louis Sénaïnon Béanzin, qui l'a servi comme ministre en Guinée pendant longtemps. Akafit Naplom Africain, même question. Est-ce que cette démarche doit être laissée à la latitude de chaque homme d'État, sans une colonne vertébrale claire? Non, ils ont dit l'essentiel. En fait, c'est parce qu'on n'a pas une politique, effectivement. Bon, disons que notre pays a connu son drame, son histoire, son parcours dramatique. 12 années de coup d'État, 20 années donc de remise en place de l'État avec un certain nombre d'étapes qui n'ont peut-être pas permis d'aller plus loin. Mais il y a eu des efforts qui ont été faits, mais en 20 années, il y avait d'autres priorités que de baptiser peut-être les rues. Mais le peu qui a été fait aurait pu. Moi, je ne m'accroche pas de manière absolue à Sékou Touré. Mais si on reprend Sékou Touré, mais donnons-lui un homme politique béninois. C'est ça. Aucune avenue n'est rebaptisée Maga. Aucune. Et pourtant, c'est le premier président de la République du Bénin. Là où il a proclamé l'indépendance, rien. Parakou, il y a la non, je dis aucun. C'est pas important. Maga n'est pas. Je parle de président. On parle de président de la République, vous parlez de Maga, de Parakou. C'est d'abord la capitale, c'est Porte-Novo, là où l'indépendance est proclamée. Non, je me félicite de ce début. Je suis sérieux. Moi, je trouve qu'on ne peut pas prendre ce minimum et dire qu'on félicite. Donc, il faudrait. On a connu la place Abdoulaye Issa. La place Abdoulaye Issa, ils ne savent pas si l'ont gardé. Mais Abdoulaye Issa, c'était l'icône d'une certaine jeunesse, dans un certain moment historique de notre pays. Pourquoi ne le garderont pas? Je ne sais pas s'ils l'ont gardé encore. Mais, et la place Lénine, on a déboulonné Lénine, dans les révolutionnaires même ont déboulonné Lénine à un moment donné. La place de l'Étoile Rouge, est-ce qu'elle est valorisée? La place de Martyrs. Mais je reviens aux hommes. Il y en a, quel que soit leur pan, quel que soit ce qu'on peut retenir d'eux, c'est que dans leur vie, dans leur parcours, ils ont été à un moment donné appelés à diriger l'État. Et parce qu'ils ont consacré une partie de leur vie, quel que soit le moment où ils sont arrivés, on doit pouvoir leur trouver leur place dans le patrimoine, pour l'histoire, pour que lorsque je descends à tel endroit, je puisse me dire, je vais plutôt prendre un peu l'air de Maga, l'air de Apiti,
l'ère de Aomandegbe, l'ère de Zinsou, l'ère de Général Souglo, et ainsi de suite, l'ère de Mathieu Kérékou. Mais si on peut attendre que ce soit dans la Takora, comme être Mathieu Kérékou, comme être Maga Parakou, à Porte-Nouveau, on n'a même pas encore mis à Piti. Et donc il va falloir mettre Zinsou à Ouida. À quel moment? Non, on ne peut pas fonctionner comme ça. On parle d'un État. Donc, il faut dire que depuis 1990, on a l'État, surtout nos mairies et autres, n'ont pas été ingénieux dans l'imagination du point de vue immortalisation et débaptisation. Comme je l'ai dit, c'est vrai, il y a un nouveau cadastre à Cotonou, ils font beaucoup d'efforts, mais j'estime que les rues 220, 225, non, je trouve que ce n'est pas, les gens n'ont pas fait preuve de courage particulier, ils n'ont pas fait preuve franchement de volonté pour pouvoir aller plus loin. Il y a tellement des écrivains, Roucarin, Louis Roucarin, Jean Pliat, sous l'orage, non, pas sous l'orage. Non, je veux parler de Olébéliquelom. Non, mais c'est pourquoi on parlait Nous parlons d'un certain nombre de personnalités qui ne sont pas que. D'accord, on a parlé de cardinal Bernardin Zissou. Et Gantier. Ok, pour notre aéroport, ça aurait pu ne pas porter, mais c'est une personnalité nationale, donc on prend. Mais après, et Monseigneur de Souza. On a parlé d'une place de la conférence. Le jardin Kérékou. On a parlé d'une place de la conférence nationale. On va y revenir tout à l'heure. Combien de personnes font référence aujourd'hui à la place de la conférence nationale? Personne pratiquement. Donc ce qui reste de Monseigneur de Souza dans Cotonou, si ce n'est pas le dispensaire que le Libanais lui a dédié à Védocor. Saint-Luc. Donc là, c'est pas ça, on ne pas débaptisé. Mais la photo est là. Donc, en clair, dans tous les domaines, écrivains, artistes, un garçon de papa de Moadjaï, un grand humoriste à Porte-Nouveau, on a mis sa statuette au niveau du grand marché, mais on n'est pas allé plus loin. Tofa, ça a été finalement, grâce au ministre, comment il s'appelle, la semaine de l'éducation nationale non, Pardon, et un certain nombre de personnalités de Porte-Nouveau pour ériger au moins sur la place Bayol la statuette. Donc je crois que l'actuel gouvernement s'est engagé à lui donner plus d'importance. Donc, quand on prend l'ancien quartier latin, l'ancien quartier avec les immeubles, disons, de type portugais de Porte-Nouveau, au début de 90, il était question qu'on les promeuve. Bon, aujourd'hui, je vois que les gens les cassent et les reconstruisent. C'est dans cette dynamique que le palais de gouverneur a été rénové sur aide de la France, je me rappelle, pour donner corps à l'Assemblée nationale. Sinon, c'était bon. Donc, c'est ça l'absence d'une politique globale qui fait que, bon, chacun y va de son imagination. Je ne sais même pas comment ils ont été inspirés pour faire la place ou bien la rue Rosine Viala Segro à Décobin. Sinon, c'est l'un des rares contemporains dont le nom est resté, a été mis à une place publique. Donc, j'estime qu'il n'appartient pas à l'UNESCO. On ne doit pas attendre l'UNESCO. Attendre l'UNESCO, c'est s'abandonner à une organisation internationale qui, elle, ne peut pas s'occuper que d'un petit pays, s'occupe du monde entier, des bâtiments au niveau mondial. Donc, on ne peut pas s'abandonner simplement à l'UNESCO. On doit aller au-delà, même les pratiques dont on parle. On n'a pas donné la plaisanterie apparentée. Par exemple, les gens le connaissent. Mais combien de nous-mêmes, de ma génération, peuvent évoquer ce qu'on appelle la plaisanterie apparentée? Et pourtant, c'est une manière de blaguer aujourd'hui. Est-ce qu'on arrive à blaguer entre nous? Est-ce qu'on rigole? Est-ce qu'on peut se faire quelques blagues? Et pourtant, cette plaisanterie apparentée, moi j'étais avec des amis qui sont de la région, notamment les Batombo, par exemple, les Bariba. J'ai des amis qui, entre eux, déjà en cousin, mais entre eux et d'autres ethnies, vous prenez les Bariba et les Nago, ils ont cette manière donc de se faire, disons, de se donner, de se taquiner, oui, sans que ça donne lieu à une bagarre, sans que ça énerve. Labra palabre, qui est une manière que nous avions de régler les problèmes. Est-ce que pourquoi ne pas l'insérer d'une certaine manière dans notre corpus institutionnel, et ainsi de suite. Le griot dans nos palais, le fou du roi, ce sont autant d'éléments qu'on pourrait tirer aussi bien du Bénin, des royaumes qui ont constitué le Bénin, comme de la sous-région qui a donné le nom au pays,
comme d'autres pratiques, pour pouvoir enrichir notre patrimoine. Et l'identité, la fierté que nous avons d'être béninois, même la tenue vestimentaire. Que devient le bas d'elfe, ça c'est pas africain. C'est pas africain, mais déjà, si on regarde que nous portons, est-ce que tout ce que nous portons aujourd'hui, ça vient du Nigeria? C'est déjà pas mal. Même si le tissu ne vient pas du Nigeria, au moins au niveau de la coupe. Donc au moins déjà, nous nous approprions à la place du costume. La cravate, nous ne pas bien sa cravate, mais bon. Mais à côté des costumes et de la tenue qu'on appelle tenue d'été, au moins nous avons le Goodluck Jonathan ou bien le Obasanjo qui nous changent un peu, à défaut de porter le façon d'Anfani ou les tissus et les différents modèles de tissus du Nord, comment on l'appelle, j'ai vu un reportage passé cette semaine. Donc, les pailles. Le taco voilà. des Baliba. À défaut donc de faire l'apologie du taco et même de l'imposer. Moi j'ai vu Charles Toko, maire de Parakou, qui par exemple a dit pas de boissons importées, c'est des produits locaux. C'est une appropriation donc quand même du patrimoine local. Au Parlement, à la mairie, dans la consommation. Toutes les manifestations, j'ai participé à une cérémonie de vœux à la mairie de Parakou où c'était les produits. C'est de l'igname grillé, c'est de mil, c'est toutes les alimentaires, enfin tout ce qu'il y a comme produit du Nord, et peut-être un peu de chez nous, le chapalo, le tchoukoutou, les jus et autres, qui ont été servis. Et ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'idéologie pour en arriver là. J'estime que ça, c'est déjà, si on peut le faire, le maintenir, avancer là avec, ça va créer cette culture nationale, cette culture cette appartenance à une communauté et cette valeur ajoutée interne que nous avons, qui fait que nous sommes nous revendiquons nous, et donc nous nous reconnaissons entre nous. Et quand l'autre arrive, il découvre cela. Moi, je vais faire une parole. J'ai découvert le musée d'histoire à Berlin. L'Allemagne a connu des moments délicats de son histoire. Mais quand vous rentrez dans le musée d'histoire à Berlin, comme vous allez aux places de Buchenwald, à Weimar, vous voyez un peu toute l'histoire allemande, mais qui est maintenue, parce qu'il ne fallait pas le casser. Moi, j'étais allé à Weimar, aussitôt après l'ouverture des murs, et après, je suis reparti, beaucoup de choses ont évolué. Mais le musée d'histoire à Bonn, le musée d'histoire à Bonn, le musée d'histoire a reconstitué toute l'histoire allemande. Il n'a rien extrapolé. Si bien que vous y entrez, vous vous ressourcez. Ici, on n'a pas, même les photos pour reconstruire un pan de l'histoire nous manque. Et c'est ça que je pense que nous pouvons commencer déjà par faire. Je vais parler de la définition d'une politique. Il faut vraiment, il faut saluer, comme il l'a fait déjà la décennie de talent, qui peut-être s'ajoute peut-être aux autres qui ont tenté, mais cette fois-ci, on a quand même un certain nombre d'initiatives claires, au-delà en dehors donc des œuvres que nous avons rapatriées. Mais il y a une politique du patrimoine qui est claire, des musées qui sont maintenant valorisés ou modernisés, des immeubles. Donc, ça suppose quoi? Qu'en les valorisant, lorsqu'on aura reconstruit les 3 musées, ou je ne sais pas combien il y en a actuellement, on va sans doute aller plus loin. Donc, lui, il a pris sa part. Mais je pense que les mairies peuvent tenter un peu. La mairie de Porte-Nouveau, la mairie de Cotonou, enfin la commune de Porte-Nouveau, la commune de Cotonou, la commune de Parakou. Donc pour essayer de travailler sur la valorisation d'un certain nombre de patrimoines et sans attendre nécessairement l'UNESCO. Voilà. La régie va nous préparer cet élément parce qu'on a, depuis le début de ce format, on a parlé du Berkoutoukoumaga, de Mathieu Kérékou, de Souroumiga Apiti. On va voir dans quelques instants ce qu'est devenu les lieux de vie de 3 d'entre eux et nous allons réagir là-dessus. Mais je voudrais votre réaction avant par rapport à cette question. Non, je l'avais dit que il y a nécessairement que nous devons développer, nous devons mettre en place une politique de conservation et de développement de notre patrimoine culturel, et que ce qu'il y a, c'est que lorsque vous avez la charpente là, chaque président vient, il met du sien,
quelle est sa volonté, mais ça rentre toujours dans la politique. Dans un Vous cadre. voyez, de rivalisation. Et les présidents qui sont passés ces moments-ci, on peut tracer. Moi, je pense que le président Nicéphore Soglo, étant un panafricaniste, quand il est venu, il s'est occupé de la culture africaine. Il s'est occupé de la culture béninoise. C'est ça qui a conduit à la construction de routes. Il y a Ouida 92 déjà. Voilà, Ouida 92. Très belle fête. Et qu'est-ce qu'on attend pour que dans cette ville de Ouida, par exemple, on puisse ériger quelque chose au nom, pour revenir à ce qu'Agapi disait, au nom du président, et pour savoir qu'il a joué un rôle important. Quand Yaïboni est venu, il est un chrétien, donc il y a eu construction de beaucoup d'églises, il y a eu foisonnement des églises sous lui. Ça paraît... Les églises ne sont pas des patrimoines nationaux, c'est des outils de colonisation. Je parle de la charpente, et que chacun y apporte ce que lui l'a apporté étant un pasteur. Bon, voilà, les églises, c'est lui, il y a une construction de beaucoup d'églises. Il y a des églises qui sont climatisées à Cotonou, c'est pas rien. Il y a des églises qui sont climatisées, c'est pas rien. Donc, tout ça, c'est sous lui qu'on a vu ça. Le président Talon est venu aussi panafricaniste comme Soglo. Il est en train de revaloriser ce qui est notre culture personnelle. C'est ce que ça doit être. Ça dit que la politique, elle est là, la charpente, et quand chaque président vient, il apporte sa touche, et c'est cette touche-là qui restera. Agapit parlait des rues, de nos routes qui ne portent pas nos noms. Google va vous dire la rue 1102, la rue 680. Et donc, si c'est donner les noms de nos trucs là, on en a tellement de rues qu'il va nous manquer de noms. Exactement. Il va nous manquer de noms. Donc, ceux qui ont... Moi, je dis, c'est Google qui vient me donner le numéro de cette rue-là. La rue que je ne connais même pas. Et quand tout tu est à gauche, tout est à droite. La rue veut dire carrément. Si tu suis, il t'amène dans la rue 1200. Effectivement. Et donc, et ça, tu sauras que cette rue-là s'appelle 1200. C'est pas un nom, ça, c'est un numéro. C'est un numéro. Et donc, il a que nous devons avoir une politique et avoir la volonté d'y aller. Alors que les populations, même parfois, ont déjà réglé le problème. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais mon oncle qui habitait à Sékodi, on dit Fond à Daléja. À Daléja, c'est Fond, mais c'est comme ça on disait. Parce qu'il y avait le capitaine. Moi, je connaissais déjà à Hovikoto, voilà. Jean Jovi, par exemple. Voilà, donc, les populations eux-mêmes ont déjà réglé ça et la politique aurait pu en même temps valoriser. Non, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que est-ce que c'est la volonté qui n'existe pas ou bien est-ce que c'est les conditions matérielles, pour revenir un peu à Mars, pour dire ce sont ces conditions qui déterminent la conscience de l'homme. Est-ce que ce sont les conditions dans lesquelles nous vivons qui ne nous permettent pas de penser à ce que peut-être d'autres ont appelé accessoire. Et pourtant, ce n'est pas accessoire que de nommer nos rues, d'avoir des numéros sur les maisons dans la rue, ça rend beaucoup de services. Vous savez, c'est vrai qu'aujourd'hui on passe à la digitalisation, mais en France, la poste a encore son intérêt. Et donc vous êtes chez vous. Par exemple, chez nous en sécurité routière, on veut bien que ça se développe, parce que quand vous commettez une infraction, qu'on peut savoir que vous habitez telle rue, tel numéro, et que chez vous, on peut vous apporter la contravention. Vous voyez, on peut vous déposer un courrier chez vous à la maison. C'est des trucs qu'on peut essayer, parce que d'autres pays essayent de faire ça. Nous devons toujours aussi essayer de développer, de définir clairement quelle est notre politique. Moi, j'ai vu des gens des associations pour dire, c'est quoi on appelle, suivi des réformes ou bien pour la défense des réformes et tout. La pérennisation. Parce que peut-être que nous n'avons pas une politique claire de l'État qui doit être une politique pérenne. En ce moment, chacun viendra juste apporter ce qu'il fait. C'est par rapport à ça, d'ailleurs, qu'on va le distinguer dans l'histoire, que les gens puissent... Comment vous rentrez dans l'histoire? Autrement dit, comment vous rentrez dans notre patrimoine culturel quand vous allez partir? Il faut savoir les actes que vous allez poser. Donc, nous avons encore, le terrain est friche, nous avons encore du travail à faire. Nous avons encore de quoi nous occuper pour ne pas d'ailleurs aller s'occuper de la politique dans les autres pays. En attendant, voilà. on préfère s'occuper des décorations. Les décorations. On va y revenir. Ça aussi, c'est dans notre... Même là encore, au niveau des décorations. On va voir ce petit élément. Il ne fallait pas venir là parce que la peut-être... Voilà, Non, même là encore, les décorations. On va aller à la régie, on revient. Pourquoi on a copié les mêmes décorations? Ah ouais, c'est ça. On va aller à la régie très rapidement, on revient. Il n'a pas dit ça le jour là. Pour voir cet élément, très rapidement. Cet immeuble, connu pour avoir été le siège du groupe Bolloré, est bâti sur la même parcelle où a vécu le premier président de la République du Bénin, père de l'indépendance, Hubert Koutoukou Maga. Devant le port autonome de Cotonou,
se dressent les jardins de Mathieu. Ce lieu, qui abrite le monument dévoué, a été le lieu de vie pendant des décennies de feu général Mathieu Kérékou, ancien président de la République du Bénin. Toujours dans la ville de Cotonou, précisément au quartier Bégamin, est construite la maison de feu Justin à Romandegbe. C'est dans cette demeure qu'a vécu des décennies durant un ancien président de la République du Bénin. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la maison n'a pas été démolie. En plateau, très rapidement, Joël Ataï Gadegbe, Maga, Kérékou, Justin Tometi à Romandegbe. Pour lui, sa maison est encore sur place, même si on ne sait pas qui y vit exactement. On a essayé, mais on n'a pas pu avoir des informations là-dessus. Pour les deux autres, on est passé ostensiblement à autre chose. Oui, j'ai un pincement au cœur, forcément, parce que vous n'avez pas pu montrer la maison de feu le président Maga. J'ai eu la chance de la connaître, comme celle du président Kérékou, pour beaucoup de nos contemporains, mais voilà comment ça disparaît. Hein. Et c'est surtout pour le président Maga, c'est complètement de l'inconséquence de la part de notre État. Si on a eu l'occasion d'avoir une grande multinationale pour racheter tout ça, nous faire du clinquant et autres, mais est-ce que c'était nécessairement à cet endroit qu'on avait besoin d'ériger le siège de cette multinationale? On ne se comprend pas des fois, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qui motive parfois nos dirigeants? Et pendant qu'on y est, il y a l'hôtel PLM à Ledjo, qui a été réhabilité. Et après qu'il est tombé en ruine, sous le président Yaïboni, et aussitôt réhabilité, aussitôt les malfaçons se sont-elles montrées. Donc, on a à la fois un problème de paresse, comme a dit Agapit, un problème d'inconscience, d'inconséquence. Et actuellement, on s'en va jumeler le PLM Aledjo et l'Eldorado pour en faire un nouveau complexe. Chiche. Comment est-ce que nous gérons la question de la mémoire de ce moment-là? Je ne demande pas qu'on préserve la salle de conférence. Les rats ont eu le temps d'y pisser, de faire, enfin, vous attrapez des allergies pas possibles. Si vous tenez à retrouver... oui, parce qu'on n'a pas su garder. On a laissé la moquette moisir, les rats aussi s'y sont donnés à cœur joie. Peut-être qu'on peut reconstruire, mais à quoi bon, si c'est ça? Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'on ait les éléments audiovisuels? Comment va être baptisé, in fine, cet endroit? Ailleurs, on a eu Hôtel de l'Indépendance. Est-ce qu'il faudra dire Hôtel de la Conférence nationale? On va dire c'est long ou quoi, mais en tout cas, et voilà un défi qui nous est lancé. Et chemin faisant pour d'autres choses. Et je n'aurai de cesse de stigmatiser la paresse des mairies. Qu'il m'excuse, monsieur le maire Atrokbo, qui est tant vanté pour son activisme et autres, à Boycon, je ne sais pas, cru voir la mairie s'occuper autrement du site des souterrains, des abris guerriers, qui sont pratiquement uniques en leur genre, si ce n'est la coopération danoise, qui a fait le maximum. Même quand vous en connaissez l'existence, pour vous y rendre, il n'y a pas de plaque indicative. Tous les carrefours se ressemblent à Boycon. Il y a encore moins de l'électricité, encore moins de l'énergie, de l'autonomie énergétique. Vous arrivez de loin, à 17h, si le courant est coupé, ça veut dire qu'il n'y a même pas de visite possible. Et en saison des pluies, les souterrains sont inondés. On dit que ça relève là de la mairie de Boycon. Est-ce que c'est normal qu'il en soit ainsi? Et je parle de ce que je connais. Il y a certainement beaucoup d'autres choses. J'ai vu le palais à Kaba, le palais de Kétou, avec les fameuses portes. C'est pratiquement le même problème d'inondation, de mauvais entretien. Paix à son âme, le maire Jean-Pierre Babatunde a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais de quelle manière l'État s'intéresse-t-il aussi à ces sites-là pour ne pas les laisser à la merci de ceux qui peut-être n'ont pas les moyens ou bien n'ont pas de vision qui aille au-delà de la gestion quotidienne? Donc nous sommes interpellés. Oui, je sais que ce point vous révolte. Je l'évoquais, parce que vous voyez l'ancien quartier de Porte-Novo, là où
vous avez la cathédrale, le Breguin, vous avez tout ça là. C'était des quartiers, enfin, c'est les quartiers de la zone portugaise, quoi. C'est des bâtisses qu'on aurait dû. Construction brésilienne. Brésilienne, voilà. Comme la mosquée de Porto-Novo. Comme la mosquée. Qui est bâtie sur le plan de la cathédrale de Bahia. Voilà. Donc, là, je pense que au moins là, c'est maintenu. Il y a un plan de réhabilitation. Il y a un plan de réhabilitation. Donc, l'État, ouais, c'est ça, un peu l'absence de vision, l'absence de politique, l'absence peut-être de... On ne voit pas la chose culturelle apparaît comme quelque chose de dernier. Quand on dit ministre de la Culture, c'est toujours les derniers conflits, hein. Ministre de la fabrication de la culture, ministre de la culture, de l'artisanat, du tourisme, on les met en bas. Ils sont toujours, vous n'allez jamais les voir comme ministre régalien. Vous n'allez jamais les voir positionnés en haut dans l'ordre protocolaire ou au milieu parce que bon, la culture, le patrimoine culturel, l'artisanat, le tourisme, c'est tellement quelque chose de... Or, nos pays, avec leur histoire et leur évolution, devraient plutôt donner plus de place à ces ministères. Quand des ministères, disons, connus sous d'autres cieux bon, enfin, donc, c'est un peu ça. C'est le ministère des derniers pieds. Et donc, quand vous voulez étudier, vous dites, bon, je veux faire le patrimoine culturel, ah, ça c'est quoi ça? Ça peut devenir quoi? Parce qu'on ne connaît pas ce que c'est que le patrimoine culturel. L'État femme, il y a master en patrimoine culturel, je pense que c'est ça, non? Et donc, en gestion du patrimoine culturel. C'est bien. C'est bien parce qu'aujourd'hui, avec la politique nationale, bon, mais il faudrait déjà que cette politique soit déclinée au point où les mairies aient la main pour aller plus loin. Même la religion. Parce qu'on parle de la religion. Quand les Brésiliens reviennent dans la source chez nous pour prendre ce qui leur convient, bon, aujourd'hui, on a les vaudous, c'est bien. Hein, il y a le comité qui réfléchit sur un peu sur le culte. C'est bien. C'est bien, d'autant plus agréable à saluer que ça relie Ouida 92, qui était unique en son genre, qui avait d'ailleurs l'objet de polémiques. Parce qu'on estimait que, bon voilà, c'était une résurrection des histoires bizarres, de l'obscurantisme, de tous les lugubres, parce qu'on pense que c'est ça, alors que tout le monde dit quitte l'église, ils vont faire le tout chez le Bokono, mais il estime que Ouida 92 était quelque chose de négatif. Donc, après Ouida 92, il y a eu la consécration de la journée des religions, on avait dit la fête vaudou, mais on a dit non, religion endogène. C'est comme religion endogène. Ça. Qui l'a surnommé ici. Donc, il faut appeler les choses. Le vaudou, comme l'a dit une dame, une grande prêtresse à Porto-Novo, elle dit, nous, notre religion n'est pas, on n'a pas, il y a un fétiche à moi, mais fétiche. C'est pas fétiche, c'est le vaudou. Nous, on est des adeptes vaudou. On n'est pas des féticheurs. Parce que quand on dit féticheur, ça a une connotation péjorative. Et donc, nous-mêmes, on a tellement peur de revendiquer ce patrimoine national. Il y a les côtés négatifs, tout comme dans l'Ancien Testament, il y en avait. Donc, du coup, ça n'a pas empêché de muter vers la Nouvelle Alliance dans le Nouveau Testament. Ou alors, même, il y a des églises qui continuent d'utiliser l'Ancien Testament, mais avec des parties qui ne sont plus, on ne peut pas immoler des gens. Donc, il y a des aspects qui ont été modernisés ou sur lesquels on peut faire fi parce que ça ne répond plus aujourd'hui à la réalité, à la modernité et à l'évolution des choses. Mais il y a quand même qu'il faut préserver l'essentiel. Quand moi je regarde les pratiques, moi je suis chrétien catholique, je suis né chrétien catholique et je n'ai pas changé de religion. Même si. Donc, mais je vois des pratiques analogues. Un peu dans certains rites locaux, et je me dis, mais pourquoi on ne les revendique pas? Pourquoi on ne crée pas? Même Vatican n'est pas totalement contre une sorte donc de rapprochement. Une part d'inculturation. Voilà, donc on intègre un peu la part culturelle interne dans l'évolution des choses. Donc, si on fait tout ce point, je pense que tous les aspects possibles qui vont être impactés par cette paresse et cette absence de l'État dans la préservation du patrimoine. Donc, d'abord, leur définition, leur classement et leur valorisation. Et donc, ne le faisant pas, le peu qui est fait aujourd'hui, regardez comment on a défilé, les gens ont défilé à la présidence pour regarder les objets d'art. Alors, donc, bon, après, certains sont restés sur leur fin, sur leur soif en disant, mais et la suite? On attend vraiment la suite. Donc, je pense qu'il ne faut pas attendre l'UNESCO. Pour que ça marche, il faut que nous puissions travailler et commencer déjà aujourd'hui par capitaliser le peu que nous avons
mais nous donner l'exigence de commencer par immortaliser toutes nos personnalités, que ce soit politique, que ce soit du monde économique, que ce soit du monde culturel. Du monde culturel, Mais des sportifs. Un gars comme Doré Gossadou, Dossou Despedi, mais ces gens-là ont vécu. Mais avant eux, il y a autant de Assou Kotako, il y a des noms que nos aînés citaient. Il y a des gens qui avaient fait rêver, fait bouger des Daomé. C'est le moment de les valoriser. Anna Charles et autres, tout ça là. Donc, je pense qu'on doit pouvoir le faire pour que le sportif d'aujourd'hui ne pense pas que lui, il est venu donc que Dieu l'aime par rapport à l'élément qui est passé. Je sais que c'est un sujet sensible. Par rapport à l'élément qui est passé, non, il n'est pas censé particulièrement. Non, je voulais dire, par rapport sensible entre ce que l'État peut faire et ce que, parce que pour la parcelle de Maga, pour l'histoire, c'est la famille qui a vendu. Est-ce que l'État aurait dû s'interposer? Aujourd'hui, il y a ce qui subsiste. On a montré la bâtisse ayant appartenu au président Aromadegbe. Je suppose qu'à Porto-Novo, ceux de Zinsou subsistent. Non, mais c'est Apiti. Par contre, pour Apiti, c'est plus ou moins la famille l'a gardé. Il a été enterré là, madame, maman aussi, l'épouse aussi, si je me trompe. Et son enfant est encore là, l'enfant Apiti, il est député aujourd'hui. Il n'est pas seul, ils sont deux ou trois que je connais. Et donc, au moins, mais par contre, l'État peut le récupérer comme un patrimoine national, par exemple. Je ne sais pas si c'est fait, mais si ce n'est pas fait, c'est vivement que cela soit fait pour que, au moins ça, on le préserve. Qu'on le préserve et qu'on préserve l'immeuble de Aromadegbe, même là où il est enterré, à défaut de le préserver ici, mais bon, allons voir à Bomé, ou bien, où est-ce que finalement on peut lui réserver quelque chose d'exploité. Pour Maga, on peut toujours se dire, bon, au moins, il y a un mausolée à Parakou, pour lui. Oui. Donc, du coup, le mausolée, c'est, tout comme Kérékou a un mausolée, et chez lui. Et disons, en plus, c'est là qu'il a été enterré, le mausolée est préservé, l'État assure la sécurité. Donc, ça peut être. Mais, et les autres qui sont enterrés au cimetière, normalement, il faudrait peut-être réserver quelque chose à leur projet. Enfin, pour l'histoire. Pour l'histoire, cette maison, enfin, cet immeuble qui sert aujourd'hui, qui est quand même bien érigé sur cette terre. Moi, quand je vois que c'est à côté de la HAC, et que la HAC avait besoin quand même de l'espace pour s'élargir, je me suis dit, mais bon, l'État n'a pas... Je suis convaincu qu'ils n'ont pas... C'est l'absence de politique, j'en parlais. C'est cette absence de politique de départ qui fait que personne n'y a pensé. Au moment où les enfants ont voulu vendre, personne ne s'est dit, bon, nous, on a envie donc de l'acheter. L'État, voulant préserver l'essentiel, nous prenons cela. Personne ne l'a dit. On a vu le Sénégal le faire. Oui, on va le voir tout à l'heure. On a vu le Sénégal le faire. Donc, peut-être, on ne va peut-être pas jeter la pierre aux gens, mais ça a peut-être manqué. Il faudrait dès maintenant qu'on essaye de le faire. Pour moi, je n'ai rien contre certains noms, mais j'estime que la première chose, c'est que vous laissez... Les charités bien ordonnées comment pas soi-même. On se laisse nous-mêmes. Et on laisse des vieux noms que le colon lui-même a mis. Alors, quand le président Talon inaugurait les 3 joyaux à Cotonou, la place Biogara, l'Amazone et puis le jardin de Mathieu, il a dit, il parlait du monument aux morts. Non, le monument aux dévoués. Le monument aux dévoués, voilà. Donc, le monument aux dévoués. Moi, j'ai bien aimé ce style, ce discours qui dit, bon, voilà, bon, pendant des années, nous avons rendu hommage au soldat que le colon lui-même a immortalisé par là pour chanter les louanges et le patriotisme de ce soldat français mort en territoire nègre, bon, enfin, il a pas dit pour les coloniser. Et que bon, aujourd'hui, c'est sous notre propre monument. Le seul problème, c'est peut-être mon regret, c'est que il n'y a pas une vie là, il n'y a pas une vie. À Biogara, c'est à l'aéroport, c'est assez réduit. Contigu. Il n'y a pas une petite, comme je dis, petite boutique musée, même si c'était un hangar, au moins pour aller acheter les cartes et qu'on a un peu l'histoire de Biogara là-dessus, ça aurait été bon. L'Amazone, je pense que c'est encore possible de le faire. Par contre, le jardin, le monument dévoué, je pense qu'il va falloir peut-être voir dans quelle mesure rendre les lieux beaucoup plus fréquentables avec un petit café, quelque chose. C'est quand même un monument. Donc, ces endroits, on préserve l'essentiel. Moi,
comparaison n'est pas raison, mais il y a tout ce que je connais comme monument en Europe, c'est des choses qu'on fréquente, c'est qu'on visite, autour desquelles on reste, où il y a une vie, certaines vies. C'est ça qui donne à ces endroits leur importance. Bon, c'est vrai que à chaque 1er août, lorsqu'on passe par là, il y a un dépôt, bien, on flambe le truc. Bon, ça permet de se remémorer, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Par rapport à cet élément, oui. Il faut dire que, d'abord, un problème fondamental par rapport à nos chefs d'État, si nous avions une résidence officielle, comme l'Élysée, comme cela, ce n'est pas une résidence privée de quelqu'un, c'est une résidence de l'État. Et lorsque tu es chef de l'État, tu restes là, tu habites là avec ta famille et tout. Quand tu sais d'être famille, cela ne t'empêche pas d'avoir tes propriétés privées. Oui. Lorsque vous avez des propriétés privées, en ce moment-là, la gestion ne revient pas à l'État. Ça ne revient pas à l'État. Si nous avons même notre panthéon et que le chef d'État est mort, il faut aller l'enterrer là-bas. Nous n'aurions pas ce petit problème que nous sommes en train de poser. Et que moi, il faut être honnête sur ce plateau. Lorsqu'on avait décidé de gérer la résidence du président Kérékou, sous le coup de l'émotion, j'étais contre. J'ai dit, ah mais c'est historique pour nous, comment est-ce qu'on va faire? On ne parlera plus de lui. Voyez-vous? Pourtant, ce n'est pas sa résidence privée à Caravi dont il s'agit. Et donc, il faut avoir de recul après pour dire, bon, en réalité, on pouvait faire aussi de là la résidence des chefs d'État. Construit d'une manière, et pour chose là, parce que le risque, vous connaissez, si on avait laissé, après ça va devenir polémique entre les enfants, sauf que c'est un lieu qui appartient à l'État, donc vous voyez. Et c'est aussi comme ça qu'il faut peut-être aller analyser ce qui s'est passé à la résidence de Maga, ou peut-être les descendants, bon, patrimoine, voilà, dans l'héritage, bon, vont commencer par esqueler, pour ne pas le faire, on vend rapidement et on se partage les sous, et on n'en parle plus, Donc, mais on peut vendre à l'État. Oui, non, c'est ce que j'ai dit. Étant dit que c'est une propriété privée, la politique revient, c'est vrai que Joël disait tout à l'heure, en quelque sorte, de réquisitionner cela pour garder. Mais ça ne devrait pas être le cas de ce qui est devenu aujourd'hui Jardin Kérékou, parce que, Jardin Mathieu Kérékou, parce que... Monument au dévoué. Non, Jardin de Mathieu. Jardin Saint-Mathieu, non, de Mathieu. Jardin de Mathieu, ok. Ah, c'est Jardin de Mathieu. Jardin de Mathieu. Ouais, peut-être qu'on peut encore revoir le nom, parce que quelqu'un qui vient de rester quand du Jardin de Mathieu, il ne saura pas qu'on parle de Mathieu Kérékou. Donc il faut... Non, est-ce qu'on parle de Mathieu Kérékou? En fait, dans l'intention, c'est de le rendre impersonnel. Donc, du coup, mais en gardant juste Mathieu. Non, comme il y a Mathieu partout, c'est pour ça moi je voudrais... ça c'est moi, ça dit que l'inquiétude que j'avais, l'émotion que j'avais au départ. Les douaniers, peut-être qu'ils vont y fêter. Par exemple, on va penser que c'est une place des douaniers. Des douaniers. Il y a le monument dévoué qui est... Non, c'est pour ça que... Les douaniers ne peuvent pas s'y tromper. C'est quand vous prenez de recul, vous voyez que l'État a pris une bonne décision. Exactement, c'est subtil parce que l'État n'a pas transformé Mathieu en héros ou en quelque chose de national pour qu'on lui dévoue, qu'on lui dédie, alors que d'autres, on ne l'a pas fait. En réalité, je pense que c'est un peu tout ça peut-être qui a fait qu'on l'a rendu assez simple. Mais ça peut ne pas cacher, enfin, ton émotion, enfin non pas ton émotion, ta colère ou bien ton appréhension peut rester comme elle est. Parce que nous qui sommes de la génération Mathieu Kérékou, moi ce que ça nous donnait de passer par là, de voir les filles là-haut, d'imaginer Mathieu Kérékou dedans. Heureusement qu'il a mis des filles là-haut à Caravi, parce que moi, donc, chaque fois que je fais le soir, je passe dedans et donc je me rappelle. Mais tout le monde n'a pas connu cette période, donc du coup, donc je pense qu'il faut donc, vous savez, l'État est en perpétuelle reconstruction. On peut encore réaliser des trucs là qui marquent vraiment que c'est Kérékou qui a vécu là, mais que le lieu est public, et par conséquent, l'État aussi se doit, c'est aussi ça, la gestion du patrimoine, que l'État se doit de faire cela. Maintenant, par rapport aux autres résidences, je pense que c'est des résidences privées. Je ne sais pas si le problème qu'on pose aujourd'hui va aussi se poser demain, après la mort du président Nicéphore Soglo.
Parce que lui aussi, il était resté chez lui. Il était resté dans sa maison, comme Yahibouni est resté chez lui, comme le président Talon est aussi chez lui aujourd'hui. Est-ce que ces lieux, leurs résidences privées là, sont des lieux symboliques pour nous? Symboliques pour nous. Parce que c'est la charge émotionnelle que mettait Agapi tout à l'heure dans la maison de Maga, dans la maison de Aroumadébé, dans la maison de choses. Il faudrait qu'on puisse distinguer ce qui est privé de ce qui est public. C'est pourquoi j'ai dit ici, chez chef d'État, ces personnalités aussi importantes de notre État avaient une résidence officielle appartenant à l'État où ils habitent là. Nous serons en train de parler de cette résidence-là. Il faut perpétuellement reconstruire ça parce que ça doit refléter l'image de notre pays. L'image de notre pays. Et je pense aussi que les gens peuvent réfléchir demain parce que quand le Bénin, on a les coups d'État derrière nous, que le président puisse avoir le courage de résider à la présidence, on a encore d'espace pour construire une belle résidence à nos chefs d'État parce que les coups d'État sont derrière nous et le président Talon se permet et enfin tous les jours de nous rappeler que les coups d'État sont derrière nous, parce que moi je suis fier de constater que notre président peut sortir la nuit, aller au spectacle, pour l'histoire qu'on connaissait. Quand les gens voient ça aujourd'hui, il faut leur expliquer que ça fait une vraie évolution et que la mentalité de nos forces armées aussi a vraiment évolué. On ne pense plus au Bénin, on ne pense plus au coup d'État, mais on pense plutôt à comment faire pour que démocratiquement il y a de l'alternance au pouvoir. Non, il n'y a pas de charge émotionnelle. Il y a une revendication de ce qui nous appartient. Moi, je ne pense pas que le chef d'État, comme moi, il dit, bon, aujourd'hui, rien de reste de raisonnement, alors que Emmanuel Mounier dépayait ces gens-là, comme en ce moment-là, dans ces années 40, comme des intellectuels, les Tijani Serpos dont il parlait. Moi, je veux bien voir un peu ces quartiers. Voilà. Yedera Diaboui est né. Yedera Diaboui, non, c'est pas les chansons. Il a fait un an. Non, les pièces et tout, la jeunesse peut-être sait comment aujourd'hui ramener encore. Non, il ne s'agit pas de ramener la chanson, il s'agit de l'inclure dans le patrimoine, de dire que ces gens-là n'étaient pas allés à l'école, mais qu'ils avaient l'art de philosophie. Leur œuvre. Aujourd'hui, quelqu'un comme Alekbe Ranwezin Gayon et l'autre de Savalou, le vieux. Donc, il y a assez de... Dans tous les... Moi, mon problème, c'est que dans tous les domaines possibles... Tu donnes trop de boulot à l'État. Non, l'État est qui? C'est toi et moi. Mais oui, déjà, nos collectivités territoriales, déjà recensées. Si on commence déjà pas à recenser au niveau... Justement, tu fais pas cela parce que Joël disait, on parle par exemple de la mairie de Cotonou. Est-ce qu'on est allé se demander quels sont les moyens dont dispose Cotonou? Non, là c'est des limites inacceptables. Quand on prend le cas Jonas Pedro, par exemple, pour poser une plaque. Quand on prend le cas Jonas Pedro à Lokossa, ce qui est devenu sa résidence, quelqu'un qui a eu des disques d'or. Quelqu'un qui a eu des disques d'or. Il ne faut pas aller chercher. Il ne faut pas aller chercher. Il faut pas aller chercher. Ouais, mais il y a des disques d'or. Non, je parle de nous. Il ne faut pas aller chercher s'ils ont les moyens. L'État doit avoir les moyens de sa politique. Ah oui, c'est ça. Quand l'État te taxe, tu ne peux même rien faire. Donc, si on dit que c'est taxe du patrimoine national, tu vas faire quoi? Donc, du coup, il faut déjà avoir cette volonté. Faire le recensement et progressivement. Ça peut se jouer sur 10 ans. On ne dit pas de le faire du jour au lendemain. Mais au moins, d'inculquer et enseigner ces gens, ces grandes personnalités, ces moments, ces danses, ces pratiques, ces habitudes, les enseigner à l'école aux enfants. Or, aujourd'hui, rien de tout ça n'est enseigné, mais on enseigne la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on enseigne le traité de Versailles. Tu ne connais pas le nouveau programme? Non, je connais, j'ai des enfants, non, je ne connais pas. Donc, ils ne sont pas en France, ils sont au Bénin. Donc, du coup, je sais ce qu'on leur étudie et ce qu'on leur enseigne. Et ils ne sont pas à l'école française par ailleurs, ils sont à l'école béninoise. Donc, on leur enseigne quelque chose du Bénin, mais qui est de l'extérieur. Ils ne revendiquent pas l'histoire. Demandez-leur c'est qui les tirailleurs sénégalais, ils ne vous diront. Demandez-leur c'est quoi le chemin de fer dans l'ex-Ouest là. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas en parler. Donc, il y a que... Je l'ai dit dans le premier débat par rapport aux colons, je l'ai dit, mais nous avons copié tout du colonisateur, l'éducation, les pratiques culturelles, nous avons tellement tout copié que finalement l'identité nationale a disparu. Donc,
Même nos prénoms, comme je l'ai dit tantôt, combien de personnes se revendiquent son prénom local, par exemple? Non, tout le monde est, vous l'avez si bien dit, bon, quand tu t'appelles Agapit et Napoléon, donc finalement, tu te dis... Chez toi, c'est tellement resté dedans, Agapit, Napoléon. Donc, du coup... Et est-ce qu'il n'a pas le droit de changer de nom? Du coup, on se pose la question de savoir, et si on se déclarait tout simplement une province d'outre-mer et abandonner simplement notre affaire d'État indépendant. Ça me permet de poser une question, on va dire, anecdotique. Ça rappelle peut-être pour les prénoms la zaïrisation. Oui, la zaïrisation. Même au Togo. Ça a eu du bon. Qu'est-ce que vous retenez de cette époque, même si bon, ça a été ce que ça a été. En partie une prise de conscience, mais ça a été également un grand foutoir. En tout cas, il a bien fallu qu'il ait eu cette idée. Et moi, je salue cette idée. Je la salue vraiment de faute en comble. C'est cool. Voilà, une autre, pour revenir à quelque chose de plus sérieux. Kodjo est devenu Edem Kodjo. Edem Kodjo. La démocratisation. Voilà. Pour ceux, au-delà, ceux qui sont en dehors, ceux qu'on met volontiers en dehors du lot. C'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait du premier président de la République du Dahomey, Hubert Koutoukou Maga. On parlait du général Mathieu Kérékou. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de ceux qui sont en exercice de pouvoir, disons, trier sur le volet? Parce que systématiquement, tous ceux qui nous ont dirigés ne sont pas forcément apportés au pinacle, ne sont pas forcément... Comment on y arrive? Je prends l'exemple de la République française, tout le monde évoque, tous les présidents français ne sont pas au Panthéon. Oui, même pour Pétain, il y a eu des variations récemment. Je ne dis pas qu'on a... Est-ce que c'est pas cette difficulté aussi de ne pas... Non, on a une société clivante. Pas avoir ce problème. Quand Abomey, l'ancien royaume du Dahomey, a ce problème et qui est en train d'être pris en charge par la commission mise en place par le président de la République sur l'histoire du Bénin en général, je crois, et déterminer quels sont les vrais royaumes qui ont droit qui doivent avoir droit de citer comme tels. Mais dans le cas particulier d'Abomey par rapport à sa dynastie, chacun connaît les deux cas qui font friction, la reine Tassirangbe et Adandozan. Et donc il faut aussi qu'on se mette à jour, qu'on dépoussière cette histoire-là, qu'on sorte de ces contradictions. C'est parfois l'histoire des vainqueurs, j'ai souvent dit. Qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce que ça cache? Et pendant longtemps, il était naturel, normal de considérer que le roi ne pouvait être qu'un homme. Mais on a bien compris maintenant que Tassirangbe était la jumelle de Akaba, qu'elle a été intronisée, qu'elle a subi les mêmes rites que lui. Donc au plan des valeurs traditionnelles, elle remplissait pleinement les conditions pour être assise sur le trône de Rugbadia. Bon, donc... Adandozan, c'est encore autre chose, mais là encore, on charrie nos contradictions. Adandozan a été quand même le précepteur de Béanzin et de Tofa. Et, soit dit en passant, Abomey et Porte-Nouveau n'étaient pas si opposés que ça. Pourquoi est-ce que Porte-Nouveau allait faire initier ses princes à Abomey? Ils remontent tous à Lada et à Tado. Et de proche en proche, même quand on prend les Batombou, on a ils ont des pratiques communes avec le Sud parce qu'il s'agit de l'organisation d'un État, tout simplement. Après, la différence culturelle peut se faire dans la manière de faire ci ou ça. La vice-présidente actuelle nous parle beaucoup du rôle de la reine-mère dans l'ère Bâtonneau. Bon, mais les reines à Abomey n'avaient pas... Comme à Porte-Nouveau. Donc, on doit remettre au goût du jour un certain nombre de choses qui nous échappent, qui nous dépersonnalisent, parce que nous sommes complètement aliénés, comme disait Agapit. Et il s'agit de notre identité. Si nous nous diluons, mais alors, oui, et même province, on ne pourrait pas y prétendre. On sera quantité négligeable. Donc, il est temps de faire cet effort sur nous-mêmes. Et s'agissant des anciens présidents, la question a été pratiquement réglée par la conférence nationale qui a déterminé qui pouvait avoir le statut d'ancien président. Donc, à partir de là, il n'y a plus à trier pour savoir qui a été bon ou mauvais. Ça, c'est le travail de l'histoire. Mais le statut d'ancien président, c'est ainsi de suite. Malheureusement, on n'a pas de panthéon digne de ce nom quand les gens sont morts pour les retrouver par catégorie. Les politiques, les artistes, voilà. Mais justement, ma question est parce que pour rentrer au panthéon, c'est bien un acte politique. Il faut rendre hommage aux gens de leur vivant. Monsieur Nyolonfon
a été maire de Cotonou, maire intérimaire, mais il me semble que c'est au moins sur lui qu'une partie du PK14 a commencé à être organisée pour en faire un carré des hommes politiques où on pourrait les retrouver à leur mort, comme au Père Lachaise. Faisons un carré des hommes célèbres, des personnalités. Et pour les morts, nous aimons tant les morts, mais on ne fait pas vraiment ce qu'il faut pour les honorer en l'espèce, quoi. Enfin, de manière patrimoniale, voulais-je dire. Est-ce que cette question n'est pas tributaire aussi des relents politiques, ainsi de suite? Parce que si on retient aujourd'hui en réalité, deux grands noms supplombent tous les autres. Le stade Mathieu Kérékou et l'hôpital, le CNHU Hubert Koutoukou Maga. À part ça, il n'y a plus d'autres grands monuments, en tout cas d'autres grands monuments. Grandes figures. C'est une histoire, on peut répondre à ça, mais l'aéroport, c'est quand même pour ganter. Et ça, c'est pas, il faut l'ajouter, c'est les trois. Mais en réalité, Maga ne peut pas être mélangé à eux tous. Maga, il est au-dessus parce que c'est lui qui a proclamé l'indépendance. Là, c'est historiquement, qu'on le veuille, qu'on l'aime pas, il est le primus inter pares, c'est ça qu'on dit, non? Le premier de parmi eux tous. Donc, du coup, il est le père de l'indépendance. Il doit pouvoir avoir une place particulière. Donc, pour moi, c'est clair. En dehors de lui, moi, j'aurais associé les trois qui se chamaillaient pour que l'histoire soit complète, ajouter au militaire qui était là un peu comme le médiateur. Voilà. Donc, et ça fait un bloc. Mais lui, il est particulier. Le deuxième particulier, c'est Mathieu Kérékou par rapport au temps qu'il a passé. Le temps qu'il a passé. Et toute l'histoire du Bénin, 30 années presque, sur 65 ans, aujourd'hui 63 ans, non? Non, il est la charnière entre les 30 années. Voilà, 30 années pratiquement. Et puis des étapes qui conditionnent aujourd'hui là où on est. Lui n'est pas venu de 64 à 65 comme Apiti. Il n'est pas venu de 63, 64, de 64. Encore Apiti a été le premier Premier ministre du Bénin. Oui, bon, ça on est encore dans la zone française. Oui, c'était la transition. Ce que je dis en fait, c'est quoi? C'est le moment où nous sommes, on se dit qu'on est nous-mêmes. Quand vous regardez Apiti, 64, 65, c'est passé rapidement. Oumadégbé, il a même eu la chance, parce que lui était président du conseil en 64, donc il est passé président de la République en 72, il a fait quelques mois. Donc alors, on peut comprendre qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. On a beau, même la conférence nationale a beau les classer tous pour régler les problèmes. Bon, c'était pour ne pas fâcher quelqu'un, que même le directoire, ce qu'on fait parler des directoires militaires, on les a. Si le colonel Condé a pu ramener la preuve qu'il a proclamée. Ces choses, la conférence nationale marche. Le référent à la Convention nationale ne me paraît pas franchement le plus pertinent parce qu'on n'a pas réglé le problème. Par contre, père de l'indépendance, et homme charnière dans l'histoire, donc position charnière dans l'histoire du pays, quel que soit avec toutes les polémiques que ça a, parce que la période révolutionnaire, on peut dire tout ce qu'on en veut, ceux qui l'aiment, comme moi, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui ont été torturés et autres, tout ce monde-là, on peut les mettre ensemble, mais la période-là ne laisse personne indifférent. Et le retour de Kérékou 5 années après, qu'on l'a, et lui a lancé des prières, et donc, pour faire 10 années de plus, ceci peut expliquer cela. Le local que Kérékou utilisait, qui était là où il avait sa résidence, qui était une résidence officielle enfin c'est une résidence de l'État, c'est un bâtiment de l'État, un quartier des militaires, des officiers. Donc, on peut, tout ça mis ensemble, comprendre cela. Mais moi, je ne revendique pas particulièrement une reconnaissance de Mathieu Kérékou en dehors des autres présidents. Pour moi, Maga, il est au-dessus. Après, l'État peut décider lui-même, mais à mon humble avis, je pense que c'est Joël, s'il y avait un panthéon, ça aurait été réglé. L'Église catholique fait en sorte que ses évêques sont enterrés dans la cathédrale. Tout simplement. Tout comme le pape dans leur... Donc, le pape n'est pas enterré dans son pays. Il n'est pas enterré dans... Il est enterré dans la grotte, dans une grotte, au niveau donc de son siège au Vatican. Donc, la même chose, les cardinaux dans leur cathédrale. Alors, si eux ils ont eu cette idée-là, nous, et le vaudou, quand il décide, quand le prêtre ici décide, ou le chef les rois ou les chefs traditionnels, on ne voit même pas leur corps.
ils ont une manière de les enterrer, et ils savent où les enterrer. Donc donc nos chefs d'État ne peuvent plus entrer dans des cimetières comme ça, comme si ils sont n'importe qui. Et donc je salue ce que dit Joël tantôt. Il faudrait leur trouver leur panthéon, quel que soit le rôle, tant qu'ils ont pu avoir à gérer un pan de notre pays. Mais au-delà des politiques, moi je pense que toute personnalité qui a marqué de sa vie une histoire. Moi, je regarde un gars comme, je vais peut-être faire polémique, un type comme Albert Devray, il ne peut pas rester dans l'anonymat. Pour moi, quelle que soit la polémique autour de la personnalité, il n'a pas laissé indifférent le pays avec son histoire de 20 000 emplois, avec le Centre panafricain de prospérité sociale, avec Théophania, avec un certain nombre de gens. Donc, on peut, ces gens-là, à défaut peut-être de les immortaliser par-ci, par-là, il y a de petites manières, l'État peut avoir une gradation selon l'importance. Et ça, je pense que ça revient de droit au chef d'État. Parce que si on doit avoir un consensus, on n'aura jamais de consensus. Quand un pape est désigné, il fait quoi? Il prend un nom. Soit il prend un nouveau comme François, soit il prend un ancien comme Benoît XVI. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez les deux, ça fait deux visions de la gestion du pouvoir qu'il a. François, lui, veut innover. Il ne veut ressembler à personne qu'à Saint-François. Benoît XVI, lui, il inscrit son action dans la continuité. Donc, c'est un chef d'État qui arrive chez nous. Je pense que c'est à lui. Et ce que fait Patrice Talon aujourd'hui, du point de vue réforme générale dans le pays, maintenant nous parlons du patrimoine culturel, donc du patrimoine, c'est déjà un début peut-être de ce que nous n'avons pas eu. Et peut-être maintenant que d'autres, au-delà, à côté de Hubert Maga, parce qu'on peut dire, mais Hubert Maga, comme Bernardin Gantin, c'est Mathieu Kérékou. Oui. Et c'est sous Mathieu Kérékou, le stade général Mathieu Kérékou, je pense que c'est sous Boniaï. Oui, voilà, donc c'est déjà ça. Nous avons encore le palais des Congrès qui attendent d'être baptisés. Nous avons encore la présidente de la République même qui n'a pas de nom. Et nous avons des grandes dates aussi qui méritent d'être collées à ces choses-là. Nous avons, même dans nos patrimoines, moi, les martyrs du 16 janvier 77, pour moi, sont des gens qu'on doit insérer dans notre patrimoine. Et quelle que soit la période, polémique ou pas polémique, on met ça et on retrace l'histoire. Chacun va juger comme bon lui semble de ce qu'il veut dire, ainsi de suite. On va repartir tout de suite à la régie pour voir deux éléments de suite. Ce qui a servi quelque peu aussi de prétexte à ce plateau, l'acte du pouvoir sénégalais par rapport aux effets de Léopold Sédar Senghor. On a parlé du Panthéon plusieurs fois sur ce plateau. On va voir sur à quoi ça ressemble et sur à quoi ça répond exactement. Le Sénégal a acquis une collection de bijoux ayant appartenu à l'ancien président Léopold Sédar Senghor et à son épouse. Les objets se trouvaient dans leur maison en Normandie. Au nombre de 41, la collection comporte des bijoux et des décorations militaires de l'ex-chef d'État, ainsi que divers autres objets comme des cadeaux diplomatiques. Ces objets sont très intéressants parce que vous avez d'une part les grands colliers qui sont le reflet de Léopold Sédar Senghor, chef d'État, homme politique, et vous avez aussi des objets de l'intimité, du couple Colette et Léopold Senghor. Certains des objets devaient être mis aux enchères à l'hôtel des ventes de Caen en France. Le Sénégal a pu interrompre cette vente. Le pays avait annoncé le 20 octobre dernier se porter acquéreur des lots mis aux enchères pour préserver la mémoire et le patrimoine de son ex-président. Ces lots n'ont pas été mis aux ventes aux enchères et immédiatement nous avons pris attache tant avec le gouvernement sénégalais qu'avec notre héritière. Une discussion et une négociation qui a été assez rapide et conviviale a permis d'obtenir un accord acceptable par toutes les parties pour permettre une cession, une vente globale à l'État sénégalais de la totalité de la collection. Ces objets n'ont rien à voir avec le fonds légué à la mairie de Verson où est décédé en 2001 l'ancien président sénégalais. Après la médiation et la cession à l'amiable, les lots devront être remis à l'État du Sénégal. En visite en France, le président Macky Sall s'est félicité de cette acquisition.
Voilà, on l'a évoqué, vous avez pu voir sur à quoi ça ressemble le Panthéon. Agapit Napoléon Mafourican, je reviens vers vous. Cet acte d'État du pouvoir du président Macky Sall, qui a tout fait de préempter ces œuvres qui étaient sur le marché et qui pouvaient être dispersées, et comment vous l'appréciez? Non, on ne peut que le saluer et peut-être que cela inspire d'autres chefs d'État africains, nos chefs d'État, parce que, bon, nous on n'a pas de présidents qui sont à rester, qui aient tant de biens en Europe, je ne sais pas, et le fait déjà que moi je lis cet acte déjà à celui de notre président qui a été battu pour que nous ayons ces joyaux que nous avons eus et qui a quand même rassemblé le Bénin. Je pense qu'on n'a jamais été aussi fiers d'appartenir à la nation, je dis la nation béninoise, qu'en ces moments-là. Et c'était, avant, c'est les moments historiques, c'est les moments sportifs qui nous reliaient quand on était qualifié pour la CAN en 2004, par exemple. Mais cette fois-ci, le retour de ces joyaux nous a réunis globalement, nous tous, comme on est dans un état national. Nous a réunis, on s'est senti fiers d'appartenir à une nation béninoise. Je mets l'accent sur une nation parce que c'est pas toujours le cas. On se sent dans l'état béninois, on se sent tous, mais la nation. Donc, moi je salue. Même quand il y a les marches de protestation, on est toujours dans une nation. Non, la nation c'est une appartenance, c'est une fierté d'appartenir à une communauté. L'état est beaucoup plus politique, la nation elle est plus sentimentale, c'est comme la culture d'entreprise. Appartenir à une nation, il y a une fierté, il y a une identité qu'on revendique. Et ça se décrète. Ça ne décrète pas. On ne va pas faire la polémique autour. Parce que ça ne se décrète pas. Il n'y a pas de polémique à faire autour d'une nation. L'Afrique des nations, ou bien sûr, là, qu'on sentit dans une nation. Je vous dis, les Béninois sont toujours dans une nation. Non, il ne faut pas. Même dans les querelles. Il ne faut pas me perturber. D'accord. Et tu as dit que se sentir dans la nation, c'est le moment ponctuel où tout le monde on fusionne. En fait, c'est la fusion. C'est la fusion que je veux évoquer. Donc, ça c'est à saluer. Et le geste de Macky Sall, mais nous on n'a pas tant de choses dedans, donc je ne pense pas récupérer que ça peut faire. Donc ça c'est bien. Mais déjà, le peu que nous avons, on commence déjà pas à le valoriser. Le Panthéon français donne une très belle idée de ça. On l'a déjà évoqué. Nos rois, on les enterre pas n'importe où. Maintenant, la reconnaissance de l'État, c'est ce que nous avons dit. Tout le monde n'a pas les mêmes. Quand vous regardez au Panthéon, que ce soit les hommes de sciences, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les hommes de culture, tous y entrent. Pas un acte politique, puisque c'est un homme politique qui décide. Mais ils ressortent également quand on découvre des cabales, après quand on découvre des trucs. Ça rejoint la béatification et la sanctification au niveau de l'Église catholique. Quand on distingue quelqu'un qui a vécu, on le béatifie, on le sanctifie, ça veut dire qu'on le distingue de tous les autres. Donc, je pense que notre pays doit, au regard de ce qui se fait aujourd'hui, au niveau de culte vaudou, au niveau de... Je pense que Joël ou Georges ont parlé d'une commission que le chef d'État a mis en place. Oui, sur l'histoire. Sur l'histoire, voilà. Donc, c'est déjà un bon début. Moi, je trouve que... Dans la foulée du retour des œuvres. Voilà. Donc, il faudrait peut-être que ça ne reste pas simplement une intention et que ça survive également au président Talon. Pour que... Moi, mon problème, ce n'est pas les résidences privées. On peut juste marquer pour le premier président. Après, on peut décider au cas par cas qui va être érigé. Il faut espérer que... Tout comme les pratiques. Sur l'immeuble qui a pris place au niveau de la résidence du président Maga, l'État obtienne de mettre au moins une plaque. Exact, c'est tout. Ici, vécu, le président, dans le temps. Ça suffirait, ainsi de suite. Non, je pense que ça me permet de revenir sur l'autre question que vous avez promis. Tu avais posé que les deux, par rapport au président, et Agapit donnait son histoire, son schéma de comment il pense qu'on pouvait classer. Moi, je pense que il y a des critères en toutes choses. Et lorsque on définit, les critères sont clairs, on met en place, quel que soit celui qui est là, il posera l'acte qui permettra d'immortaliser un président ou un président de la République. Et je suis d'accord avec lui, avec les exemples qu'il donne pour Maga et pour Mathieu Kérékou. Dans l'imaginaire, c'est que ça répond à un certain nombre de critères. C'est pour ça qu'il le dit. Donc, nous avons à instaurer des critères, bon, ça peut, comme il le dit, lorsque la loi est votée, certains vont voter contre ça au Parlement et d'autres vont voter pour. Et lorsque la majorité vote, ça devient notre loi. Ça, c'est
comme le Macky Sall l'a fait pour acheter, je pense aussi qu'on pouvait penser à ces maréchals, ces présidents, Mobutu Sese Seko, qui avaient beaucoup de biens aussi, beaucoup de joyaux, le général centrafricain, Bon, on été saisis, donc du coup... ok, d'accord. Sinon, on pouvait... Parce que moi... Ça fait la richesse de ce pays, voilà. Je suivais une information la dernière fois où un objet d'art... Badolité n'a pas été saisi, hein, c'est bon, les lianes... brûlé. Non, c'est la forêt qui a repris... Oui, c'est la forêt qui a... La nature a repris ses droits. Je suivais la dernière fois une information où... Les lianes ont envahi le palais. Une statue a été vendue, je pense, à plus de 12 millions, sinon même 60 millions d'euros, quelque part là-bas, où la polémique maintenant est sortie de à qui ça appartient. Et quand on est remonté un peu dans l'histoire, il y a des Africains qui se constituent parce que c'est un pays, masque gabonais, un masque gabonais où les Gabonais même ne savaient pas que ça existait. On a acheté ça à vil prix et a fini par on a fini par vendre ça à des millions. C'est pourquoi l'acte posé par Macky Sall est un acte à saluer et que nous aussi, les joyaux qu'on a ramenés, je pense qu'en ce moment-là, on disait que nous avons encore des joyaux qui sont dans des collections privées. Dans des collections privées et qu'on peut aussi chercher à racheter et à ramener chez nous. Ça aussi, je pense que tu parlais d'une loi qui a été prise parce que les gens se posaient des questions. Non, qui est en train d'être... enfin, il faut le corpus législatif qui aide à protéger. En fait, ce que je voudrais dire, il y a une loi qui est... Il y avait cette... On l'a leur, quoi, mais qui il y avait cette inquiétude qui était que, bon, mais les joyaux, nous les avons ramenés, comment nous allons faire pour les préserver, parce que ça vivait dans une certaine condition là-bas. Et même l'histoire de la reconstruction des musées, le projet sur les musées devait nous permettre de pouvoir garder. Il y a aussi simple qu'il faut faire, hein, parce que ce qui s'est passé autour des joyaux à la présidence montre qu'on avait envie. Vous savez, il y a en France ce qu'on appelle la journée du patrimoine. Cette journée du patrimoine, il y a tous les musées qui sont ouverts à tout le monde. Oui. Et tout le monde peut y aller. Ça permet de donner l'histoire de la culture. Oui. Vous savez, moi, j'avais tellement envie d'aller à l'Élysée, chaque fois que cette journée arrivait, mais c'est réservé aussi, on peut revenir là-dessus. Si tu n'es pas français, tu n'y entres pas. Si tu n'es pas français, tu n'y entres pas. Et dans le temps, donc c'est quand même le palais français. Ouais, non, je dis, oui. Nous aussi, on peut faire. Nous aussi, moi, j'ai bien envie de faire visiter la présidente de la République. La salle du Conseil des ministres. Voilà, par exemple, tout le monde, par exemple, c'est un acte simple qui n'a pas besoin qu'on mobilise beaucoup de moyens, mais qui va donner le goût de notre histoire, le goût d'aller visiter notre culture à nous-mêmes et à nos enfants. Parce que quand on avait amené les joyaux, c'est tout le monde qui allait, Vous voyez donc, moi je suis d'accord qu'on puisse savoir que ça d'ailleurs va donner l'ambition de pouvoir entrer parmi le cercle des héros. C'est-à-dire quel service avez-vous rendu à votre nation? C'est à la base de ce service-là qu'on peut dire, vous rentrez dans l'histoire, vous pouvez être dans telle catégorie, vous pouvez être amené. Je pense que Simone Veil a été amené au Panthéon, je ne sais pas, la dernière fois, pour son combat. Et moi, peut-être qu'un jour, Vieira Soglo et Rosine Vieira Soglo ira peut-être, quand on aurait décidé de créer notre Panthéon, que Joël puisse y aller, contre tenu. Non, moi je pense effectivement que Rosine Vieira Soglo, comme Kérékou, mérite d'y aller. C'est pas deux personnalités qui s'aiment particulièrement. Même si, je voulais rectifier au fait ce que disait cela par rapport au président Kérékou. Ce président aussi est important parmi nous, non seulement parce qu'il a dirigé pendant 17 ans la révolution, mais c'est pas seulement ça. Ce qui nous a permis de le racheter pour notre génération, c'est l'acceptation de faire cette transition-là entre la période révolutionnaire et le renouveau démocratique. Donc la conférence, elle est importante de toute façon. Et Agapi voudrait qu'on revienne là-dessus un jour. Faut pas me faire dire ce que j'ai jamais dit. Non, la conférence. La dernière fois, tu as dit on peut faire un sujet. Ah d'accord. Non, pas d'autres polémiques. Il reste. Non, j'ai jamais dit ça. Il ne veut plus. Non, j'ai jamais dit ça. Je dis que la conférence nationale n'a pas, quand on dit consensus, c'était plutôt la victoire. C'était bref. Non, mais tu as oublié le jour de son discours, c'était
c'était l'union. Il nous reste exactement 5 minutes sur la terre. Je voulais dire aussi Badolité. Bon, on en parlera. C'est bon. C'est heureux que Badolité ne reste pas comme ça. C'est pas des choses qu'on peut revendiquer. C'est un très mauvais exemple des délires. Comme la prison de Sekbana, par exemple. Par exemple. Non, la prison de Sekbana, c'est un mauvais. Ça là, c'est pas. Entre Badolité et Sekbana, c'est plus jamais ça. Il faut que ce soit des endroits qui restent comme le plus jamais ça. Donc, et que ça reste aussi. Oui, l'histoire d'un pays, ce n'est pas que les bons moments. À côté, nous, on est en train de changer Petit Palais. Et voilà. Donc, ça, c'est une très belle chose. Ça aurait pu rester un peu comme un mauvais endroit, mais bon, je sais pas. Comme à l'île de Gorée, par exemple. Comme l'île de Gorée. Oui, ouais, c'est ça, c'est un peu ça, quoi. Faut trouver le bon équilibre. Moi, c'est pas encore vous avez très bien fait de rappeler Sekbana. On ne devrait pas, on ne doit jamais. C'est le plus jamais ça. C'est qu'on doit y aller. Moi, je voudrais y aller pour visiter la prison. En recueillement. Le Petit Palais qui est sous notre nez, on banalise, mais qui a été quand même le poste de commandement opérationnel où des gens, le dos balafré, ont été torturés aussi. Et surtout qu'il y en a qui sont encore vivants. Oui, bon, donc il faut trouver une manière de... Leur valeur, c'est on ne va pas quand nier. tout le monde va disparaître. C'est là que ça donne encore du sens à l'histoire. Il faut préserver ça aujourd'hui. Comme les acteurs vivent, c'est encore en polémique peut-être. Mais quand ils vont disparaître, il faut que ces endroits-là, quand même, continuent d'inspirer les gouvernants en disant, ces endroits, on ne doit plus les vivre. C'est un type de monde. Voilà. Donc, sur la terre, on va sortir de ce débat. Je commence par vous. Bon, pour conclure, un patrimoine pour conclure, national. Nous avons peut-être jeté les prémices ci et là. Le président Talon a eu le mérite d'une certaine continuité dans le temps. Gageons que voilà, à sa corde se tisse une autre et qu'on consolide et tout ça pour que nous ayons une politique patrimoniale visible et qui aide l'identité béninoise à se construire. Agapit parlait beaucoup de la nation qu'il faut célébrer. Elle ne se décrète pas, mais je crois que c'est un référendum de tous les jours, comme disait Ernest Renan. Et donc, il faut que les Béninois aient envie, se sentent heureux d'être Béninois, et quelles que soient nos différences. Et puis, on a vu l'exemple de ces trésors qui ont été rachetés rapidement avec une politique de préemption. Peut-être que le Sénégal a une certaine avance sur nous dans les mécanismes et autres. J'ai regretté que le Bénin, dans les années, au début des années 2000, n'ait pas pu le faire quand un des trônes du roi Béanzin a failli partir. Et M. Lionel Zinsou a pu, sur ses deniers personnels, l'acquérir. Reste maintenant à l'État à se débrouiller et pour le réintégrer dans le patrimoine historique national. Et faisons en sorte, en tout cas, de donner la bonne direction. Et puis, chemin faisant, je crois que nous aurions quelque chose qui nous rassemble au-delà de nos divergences. Oui, induites par la politique, les intérêts, les contradictions du mouvement. Bon, c'est la vie de tous les instants, mais le patrimoine doit pouvoir nous réunir. Un Mathieu Kérékou enterré à Kouafa, c'est pas... À mon humble avis, oui, on va me dire que Charles de Gaulle... L'homme d'État appartient à la nation. Est-ce que je conclue? On va me dire que Charles de Gaulle a enterré à Colombey les deux églises, c'est vrai, mais ce n'est pas le cas proclamé l'indépendance française. Donc, je pense que Mathieu Kérékou devrait pouvoir rester dans les filao. Logiquement, mais bon, effectivement, il y avait une polémique là. La plaisanterie a apparenté, je le disais tantôt, personne ne connaît vraiment son importance. On n'a pas utilisé comme des moments pour rire, pour rigoler entre nous. On l'a pas utilisé. Quand on dit que bon, le patron vient bavarde beaucoup, on dit ah, non, faut pas m'injurer. Hein. Quand on dit que si que ça, donc tout le monde est braqué. Donc on dit un petit truc, bon, alors c'est énervant. Il n'y a pas de temps pour rigoler. Je me rappelle, il y a une femme politique de ce pays, pas citer son nom, pour dire mais dans ce pays, les gens trouvent l'occasion de rire. Tout le monde toujours la vie, le vieil braqué, fermé, même moins de choses ont injurié. Donc il y a le boubou, les bombes, la bada que les gens ont porté le jour de l'indépendance, qu'on aurait pu garder, et ainsi de suite, notre histoire qu'on peut mieux enseigner, l'abla qu'on peut mieux préserver. Bref, nous avons assez de choses que nous devons préserver. On a ramené les œuvres, les joyaux. C'est un début. Et ça nous a unis dans la nation. Tout comme Béanzin Bioguera Kaba nous unissent ensemble. Quand on les met ensemble,
on disait qu'ils ont, dans la chanson a montré que c'est eux qui ont porté haut le flambeau de la lutte pour l'identité des peuples. Donc, c'est bon qu'on puisse célébrer nos valeurs, quelles qu'elles soient, que ce soit naturelles, matérielles, immatérielles, qu'on les célèbre comme les produits de l'identité. On a démarré, c'est un long chemin. Gageons que ça puisse rester désormais comme un combat de tous les jours et que la culture ne soit plus reléguée un peu au dernier rang des budgets de nos États. Non, je pense que nous l'avions dit, nous avons besoin dans notre pays d'élaborer une politique claire en matière de conservation de notre patrimoine et de retenir que c'est à travers cette conservation-là qu'on pourra enseigner aux enfants demain c'est quoi notre histoire et c'est quoi notre passé. Vous savez, ça fait plaisir lorsque, les amis ou même parfois mes enfants, ils connaissent pas grand-chose de notre histoire qui reviennent quand je les amène sur la route de l'esclavage, c'est ça? De l'esclave. La route de l'esclave, et que le monsieur, le guide, commence par compter, il dit, mais papa, c'est pas possible, et tout ça. Et donc, nous devons nous-mêmes déjà connaître, et qu'une politique claire devait nous permettre de retenir cela, et d'être sûr que ça va continuer d'être fait cela, et que, voilà, finalement, il faudra écouter Agapit pour que le ministre de la Culture ne soit pas le dernier sur la liste. Voilà. En même temps, on n'a pas l'impression que sous ce régime, le ministre de la Culture soit le dernier. Je ne connais plus sa place. Moi, je parle du global parce que Ami Bola était au premier lot. J'ai beaucoup ramené les œuvres et tout récemment. Plutôt très actif sur ce chantier. Voilà, même tout récemment. Et moi, je voudrais aussi ajouter qu'il faut qu'il y ait un peu plus de kérékou dans le jardin mature. Voilà, on va finir là-dessus. Et un peu de maga devant le bel immeuble de Bolloré. On a oublié de le dire, mais c'est quand même un peu de maga par là. Un peu d'Adrien Ouedji au palais des gouverneurs Porte-Nouveau, celui qui a été 3 fois président de l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. On peut citer beaucoup de personnes. Voilà. On va arrêter là parce qu'on va faire des jaloux. Oh, bien sûr. Non, il faut un peu de gens à la Gourou, par exemple. Merci à vous, Jonathan Guédégbé, merci. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance, rapide Napoléon Maforican, consultant politique et Jojana Gounou, socio-anthropologue. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'est un débat assez vaste parce que ça recouvre beaucoup de champs. Nous avons été témoins d'un début de quelque chose, gageons pour reprendre le mot d'Agapit Napoléon Maforican, que ça puisse continuer. On verra bien jusqu'où ça pourra nous amener. Le débat continue certainement. On y reviendra sur ce même sujet sous d'autres formes, en tout cas pour continuer par en parler. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à nos programmes. Vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube E-Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook E-Télé en direct, notre compte Twitter E-Télé Live et bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application E-Télé Bénin. N'oubliez pas, nous avons depuis hier changé de canal sur le bouquet Canal+. Nous en sommes au 285 aujourd'hui. E-Télé, c'est sur le 285. Merci encore une fois de nous avoir suivis et à mercredi prochain pour d'autres développements.